Nous sommes mardi 5 octobre 2021. Bienvenue dans cette émission débat tant attendue. 2025 avance à grands pas. C'est une date qui est très attendue, peut-être autant qu'on a attendu la dernière présidentielle de 2020, sinon même plus. Cela parce que si on avait quelque peu une visibilité sur les potentiels candidats à l'approche de 2020, pour 2025, nul ne peut encore véritablement parier sur les acteurs de la présidentielle à venir. Henri Konan Bédié, Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara feront-ils partie de la course ou alors présenteront-ils d'autres candidats, des jeunes loups dans l'angle qui guettent le fauteuil présidentiel et qui estiment que c'est leur tour? Assiste-t-on à une bataille intergénérationnelle au sein des familles politiques? Et cette question est au centre de notre débat de ce soir. Nous allons donc la poser à nos invités. Ce sera le premier sujet de cette émission. Nos invités sont au nombre de 4 et ils nous font l'amabilité de répondre à notre invitation. 2 journalistes et 2 analystes politiques. Les journalistes sont Alafé Wakili, patron de presse. Il est journaliste donc, patron de presse, mais aussi Assalé Tiemoko, patron de presse également, mais aussi député de la Nation, député de Tiasalé. Sylvain Nguesson est avec nous aussi, vous êtes analyste. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et le dernier invité est avec nous, mais en même temps, il est loin de nous. Par la magie de la technique, nous allons échanger avec Arthur Banga, qui se trouve à l'extérieur actuellement. Alors, monsieur, avant d'entrer dans le vif du sujet, monsieur Assalé Tiemoko, vous êtes député. Il y a une affaire qui fait grand bruit depuis ce matin, l'affaire Pandora Papers, une enquête que vous aurez menée et qui, voilà, se trouve en ce moment sur la place publique. De quoi s'agit-il? Bien, merci de me donner l'occasion de dire un mot sur cette affaire. Il se trouve que l'Éléphant déchaîné est partenaire du consortium depuis quelques années. L'Éléphant déchaîné, c'est le journal hebdomadaire dont vous êtes... dont je suis le fondateur. Et donc nous travaillons en collaboration avec le consortium international des journalistes d'investigation. Et vous savez, pour construire une réputation, il faut 10 ans, minimum. Mais pour la détruire, il faut à peine 10 secondes. Donc le consortium envoie des enquêtes, envoie des documents aux médias partenaires, ce qui concerne les personnalités de leur pays. Et c'est à l'interne qu'on fait l'enquête, que nous validons et puis nous publions. Donc, pour ce qui concerne l'enquête en question, dès qu'on envoie les éléments, on a émis des réserves pour dire que le but de l'enquête, c'est de démontrer que des partenaires, des acteurs politiques en activité ou à la retraite ont mené des actions illicites, ont transféré de l'argent sur des comptes offshore ou bien des sociétés offshore. C'est ce qu'il fallait vérifier. Donc, on a commencé à faire les vérifications. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'éléments. Et donc, moi, en tant que patron de presse, j'ai demandé à mon journaliste de contacter le consortium pour leur dire qu'il faut des éléments supplémentaires pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Donc, on n'a pas eu ces éléments supplémentaires pendant 2 mois, jusqu'à ce qu'on nous demande de programmer la publication de l'enquête. Vous comprenez? Et le dimanche déjà, alors que nous, on avait programmé de publier le mardi aujourd'hui, pour les éléments qu'on avait obtenus en tout cas, le consortium même avait publié l'enquête sur son site, en disant que, pour ce qui concerne le Premier ministre, il n'y avait pas d'actifs. Donc, ils avaient déjà vidé notre enquête de son objet. Mais il n'empêche, on avait programmé de publier, malgré les réserves. Mais c'est hier au montage, hier à 18h au montage, qu'on s'est aperçu qu'il y avait une pièce supplémentaire qu'on n'avait pas depuis 2 mois qui est arrivée et que seul un journaliste avait obtenu. Donc il fallait maintenant qu'on prenne le temps de vérifier cette dernière pièce-là avant de publier. Donc j'ai demandé aux journalistes d'envoyer un message au consortium pour leur dire on a une nouvelle pièce qui concerne un acteur, on veut vérifier avant de publier. C'est ce qu'on a convenu. Donc la rédaction n'a pas validé l'enquête, puisqu'il fallait vérifier la dernière pièce. Ce matin, on découvre que l'article est publié sur un site qui n'est pas partenaire du consortium. Voilà ce qui fait grand bruit. Et ce n'est pas de votre fait? Non, ce n'est pas de notre fait. La rédaction de l'Éléphant déchaîné n'a pas validé l'enquête en question. On avait convenu hier soir à la rédaction de faire une enquête supplémentaire par rapport à une pièce qui était venue en dernière position. La pièce, on n'a pas vérifié, parce que si on ne vérifie pas qu'on publie, qu'il y a une diffamation, c'est 40 millions qu'on doit payer. Donc on doit prendre le temps de vérifier avant. Vous ne les avez pas? Oh, on n'a pas les 40 millions. D'accord, nous allons revenir. Voilà ce qui s'est passé et c'est ce qui a fait. D'accord, ce n'est pas le sujet du jour, mais nous allons certainement y revenir dans d'autres émissions et notre cadre plus approprié. Aujourd'hui, on parle du conflit, la bataille intergénérationnelle dans les familles politiques. Dans une interview accordée récemment, la semaine dernière, chez un confrère, il y a le président Alassane Ouattara qui a insisté sur un nécessaire renouvellement de la classe politique.
Qu'est-ce qu'il faut entendre par là, M. Alafé? Renouvellement de la classe politique. De quoi parle le président? Il a expliqué, il a dit à son niveau qu'il y a des efforts qui sont faits avec des rajeunissements. Et vous avez déjà remarqué qu'avec le gouvernement qui a été formé par le Premier ministre Patrick Achi, il y avait eu une règle consistant à mettre ceux qui avaient un certain âge ou ceux qui étaient plus âgés que le Premier ministre à la sortie. Donc vous verrez que dans ce gouvernement, le Premier ministre, en principe, est le plus âgé des ministres, en principe. Donc il y a déjà une règle de penser à un rajeunissement, à un renouvellement, et c'est l'un des temps forts de cette gouvernance actuelle, de ce mandat en cours du président de la République. Maintenant, d'autres personnes voient ce renouvellement et ce rajeunissement à d'autres niveaux, au-delà peut-être de la primature, au-delà du gouvernement, voudraient peut-être voir cela au niveau des collectivités locales, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des partis politiques, et beaucoup voient ça essentiellement au niveau de la présidence, et peut-être c'est là que le débat fait vague. Sinon, il y a un renouvellement qui est permanent et qui est perpétuel d'année en année, de génération en génération, je pense depuis 1960 en Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'est dans cette option-là que voulait s'inscrire le président de la République en évoquant cette question. D'accord. Et vous pensez, vous, M. Nguessan, qu'il est temps que d'autres acteurs politiques entrent en scène, ici en Côte d'Ivoire? Bon, on est plus ou moins habitué à cela en Côte d'Ivoire. Quand on remonte en 1990, année qui a valu le retour au pluralisme de la Côte d'Ivoire, les principaux acteurs, M. Alassane Ouattara, Premier ministre, il avait quel âge à l'époque? M. Laurent Gbagbo n'avait que 45 ans. Il était accompagné par des jeunes comme les Awa Dombelo, Hubert Oulaye, qui étaient jeunes à l'époque. 32, 35, 38 ans, c'est pas nouveau. Donc il est temps, depuis un certain temps, une certaine sclérose. Bon, la loi elle est impersonnelle, donc on ne va pas dire que c'est du fait, c'est au nom de tel, mais du fait des enjeux opérationnels, tactiques, stratégiques de la Côte d'Ivoire actuelle, on estime qu'il faudrait des gens qui ont du souffle pour pouvoir occuper certains postes stratégiques, comme le président de la République l'a demandé déjà. Mais il faudra pousser encore plus loin, de sorte qu'on puisse voir ce rajeunissement-là à plusieurs niveaux de couches socio-professionnelles ivoiriennes. Et c'est relatif de savoir que ce serait quand même un échec de savoir que M. Laurent Gbagbo, M. Henri Konan Bédié, M. Alassane Ouattara, depuis 30 ans, n'ont pas pu forger des cadres pour les remplacer. Ce serait un échec. Il n'y en a pas? Il y en a, bien sûr. Donc, ils en ont formé. Ils en ont formé. Ce serait un échec qu'on dise qu'il n'y a personne pour les remplacer. Ce serait un échec. Donc, vous, là, vous pensez à la magistrature suprême. Rajeunissement des candidats à la magistrature suprême. Oui, quand vous prenez au risque d'aller un peu plus en profondeur dans le sujet, article 63, le président de la République est le détenteur exclusif de l'exécutif. Article 64, il définit l'orientation stratégique de la Côte d'Ivoire, lui seul. Article 67, il nomme au poste civil et militaire, ça veut dire demain pour le ministre de l'Intérieur. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Vous prenez l'article 74, le président de la République s'invite dans le pouvoir législatif, il a l'initiative des lois. Vous prenez l'article 129, c'est lui qui nomme le président du Conseil constitutionnel. L'article 150, c'est lui qui nomme le président de la Cour suprême. C'est lui encore qui nomme le tiers des membres du Sénat. C'est à peine s'ils n'ont pas le président de l'Assemblée nationale, déjà avec le tiers qu'ils nomment, qui pèse sur l'électorat au niveau du Sénat. Qu'est-ce que ça a à voir avec le rajeunissement? Le président a tellement de pouvoir que nous avons besoin de quelqu'un de jeune, qui a le souffle, qui peut travailler 24 heures sur 24, et non quelqu'un qui ferait comme au soir de la vie du président de la République, le président Foubaï, qui passait 6 mois au suivi médical, et 6 mois ici, à telle enseigne que la gouvernance allait dans tous les sens. On ne savait pas qui décidait politiquement, qui décidait économiquement, qui décidait au niveau social, etc. etc. On avait une gouvernance diffuse. Nous avons une constitution qui fait un président fort. Nous avons donc besoin de quelqu'un qui a toutes ses facultés, qui a toute sa dynamique pour pouvoir assumer correctement ce pouvoir. D'où notre volonté, notre militantisme, nous autres, pour le rajeunissement de la classe politique ivoirienne. Mais est-ce que ça se décrète, M. Assalé? Est-ce que ça se décrète que tel ou tel soit candidat parce qu'il en serait capable? Est-ce qu'il ne faut pas que lui-même fasse montre de ses compétences, de s'imposer en tant que celui qui peut assumer cette fonction? Non, ça ne se décrète pas. Mais dans un pays, il y a des conditions pour se présenter à des concours, des conditions pour se présenter à des élections. C'est défini par les règles, c'est défini par la loi. Et pour la présidentielle, c'est défini par la loi suprême qu'on appelle la Constitution. Sylvain a donné plusieurs articles de mémoire, mais il faut dire que
En Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle la nouvelle génération, ceux qui sont aujourd'hui autour de 54, 65, 70 ans. Nous avons la jeune génération, ceux qui ont aujourd'hui entre 35 ans jusqu'à 54 ans. Et puis au-dessus de tout ce monde-là, vous avez celle qui gouverne aujourd'hui. Le président Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo, qui depuis une trentaine d'années ont été au sommet. Hein. Les trois ont gouverné avec une certaine catégorie de personnes. Et donc, il arrive un moment où, dans l'histoire des pays, il faut que, par des actes précis, on arrive à créer la rupture. Et donc, nous pensons que le temps est venu pour que les règles qui ont été établies et que tout le monde a accepté au départ et que tout le monde a promu au départ soient ramenées pour qu'on reparte sur de nouvelles bases. Laquelle règle ? Les règles d'éligibilité. En 2000, il y a une constitution, ça existe. En 2000, il y a eu une constitution. Oui. Pendant près de 40 ans, hein, de 60 à 2000, on avait une constitution dans laquelle il n'y avait pas de limitation du mandat, il n'y avait pas de limitation de l'âge. Et on avait vu que cela avait permis à un seul homme de diriger le pays pendant près de 33 ans et de rester au pouvoir jusqu'à 88 ans. Et beaucoup d'opposants à l'époque avaient battu le pavé pour dire que le président est trop âgé, il faut qu'il parte. Et donc quand il y a eu le coup d'État en 1999, en 2000, il y a eu une nouvelle constitution où les acteurs de cette constitution-là, les rédacteurs de la constitution ont dit on a vécu un fait. Vers la fin de sa vie, le président ne gérer plus le pays. Il ne faut plus que ce pays-là le vive encore. Et donc, on a décidé de codifier le nombre de mandats et l'âge pour être candidat. C'est ainsi qu'ils ont mis 2 mandats maximum et l'âge fixé à 40 ans minimum et à 75 ans maximum. Tous les acteurs actuels, M. Ouattara, M. Bédi et M. Gbagbo, qui avaient 50 ans à la moyenne à l'époque, étaient les porteurs de ce projet et les Ivoiriens ont voté pour ça. D'accord. C'est une histoire. On va y revenir. J'étais en train de dire, est-ce que vous êtes en train de répéter il faut que, mais c'est pas il faut que. Est-ce que c'est pas les jeunes eux-mêmes, vous par exemple, M. Alafé, M. Nguessan, qui devaient montrer au pays, aux populations que vous êtes capable d'assumer cette fonction, vous battre pour aller aux élections et puis ça passe. Pourquoi il faut que quelqu'un se mette de côté? Le dire ainsi, c'est nier un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Notre histoire est singulière. Hein. Depuis une trentaine d'années, on a vécu des crises perpétuelles. Et ces crises-là sont incarnées par des acteurs principaux. On ne peut pas nier ça. Donc quand vous dites est-ce que les jeunes ne peuvent pas se lever pour aller faire la campagne, on est dans un contexte, les partis politiques même qui sont en Côte d'Ivoire sont gouvernés comme des structures un peu gérontocratiques. Parce que les jeunes à l'intérieur n'ont pas voix au chapitre. Quand ils s'expriment, la dernière fois, vous avez vu le cas de Jean de Billon, qui a dit des choses, qui a donné des annonces, et qui finalement a allé au PDCI pour aller... Qu'est-ce qu'il avait dit? Rappelez ça au... Il avait dit qu'il était candidat pour 2025, et qu'il était temps pour que la génération actuelle, la nouvelle, monte au pouvoir, et que les trois en question se reposent. Mais vous avez vu que par la suite, il a été au PDCI pour aller s'excuser, pour aller demander pardon. Pourquoi il s'est excusé? C'est la cuisine interne du PDCI. D'accord, je vous invite à la cuisine. Voilà. À la cuisine interne de chaque famille politique. Voilà. Monsieur Alafé, qu'est-ce qui se passe au sein... Quelle relève, par exemple, au PDCI, au FPI, au RHDP? Comme il l'a dit, monsieur Assalé, on a entendu monsieur Jean Le Bihan qui avait donné de la voix à un moment donné. Moi, je ne suis pas favorable à la relève par le forceps, à la relève par la loi, à la relève par un retour à la limitation, par rapport aux motifs qui sont évoqués. Les deux ont fait allusion au président Houphouët-Boigny. Oui, la fin a été difficile, mais la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les fondamentaux de ce pays-là, c'est Houphouët-Boigny. Les 33 ans ont permis d'avoir des acquis. Et après, quand le président Houphouët-Boigny est parti, rien n'a changé en la matière. Le président Bédié est venu, il a fait 6 ans. Il n'y a pas eu de limitation, il n'y a pas eu de retour à l'âge limite. Et c'est en 2000, après un coup d'État, cette rupture violente armée, qu'un consensus nouveau a été instauré. On peut faire débat là-dessus. Bon, un nouveau départ. Les gens arrivent, ils disent Houphouët a trop duré, rupture, Houphouët a trop duré. Mais ce n'était pas dans un état normal d'alternance et de temps. Après un coup d'État, Houphouët a trop duré. Il fut une période de désoufouétisation, de reniement d'une histoire d'un passé. Mais il faut qu'on assume cette histoire. La fin a été difficile, mais Houphouët, c'est un bilan. C'est 33 ans
de Côte d'Ivoire. C'est une nation bâtie. Donc pour monsieur... C'est plusieurs mandats. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire aujourd'hui, au nom de certains concepts nouveaux, que ce fut une tragédie et que la Côte d'Ivoire doit en avoir honte. Je dis non. On veut être d'accord qu'il faut passer à des étapes nouvelles. Pas du tout. Mais ça ne doit pas être la logique, le débat sur la nouvelle génération ne doit pas être l'occasion d'un procès de la gouvernance où Houphouët-Boigny pour dire ça s'est mal terminé. Il avait 88 ans, il ne pouvait plus gouverner, il y avait le désordre dans le pays. Non. Ça, on ne peut pas être d'accord que parce que les gens veulent aujourd'hui favoriser une nouvelle génération, parler d'alternance générationnelle et soutenir qu'il faut limiter à 75 ans. Pourquoi 75? Pourquoi pas 70 ans? Qu'est-ce qu'il faut préconiser? Pourquoi la retraite politique doit pas être liée? Qu'est-ce que vous préconisez? Pourquoi la retraite politique doit pas être liée à la retraite professionnelle? Pourquoi 75 ans et pas 70? Pourquoi on ne s'arrête pas à 60 ans en politique comme on s'arrête dans l'administration à 60 ans? Et puis, si on fait pour les présidents comme ça, je pense que la loi proposée, envisagée, va concerner les députés, les maires, les ministres, c'est-à-dire au-delà. On va en parler. Il n'y a pas de problème. Peut-être on pourra en parler. Qu'est-ce que M. Alafé préconise? Pour lui, la relève, elle doit attendre tant que ceux qui sont là peuvent jouer leur rôle 100 ans, on les maintient là, et puis voilà. La relève doit consister à la prise de responsabilité de la jeunesse, à la prise de responsabilité de ceux qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire pour qu'ils fassent connaître leurs projets et s'émancipent. Ils doivent s'émanciper et comprendre que c'est des valeurs, c'est des cadres. Ils n'ont pas de devoir, ils n'ont pas d'obligation vis-à-vis de M. Bédié, vis-à-vis de M. Gbagbo, vis-à-vis de M. Ouattara. Vous disiez que ce n'est pas possible. Mais c'est possible. On ne peut pas justifier l'infantilisation et le refus d'une certaine génération de s'assumer. On ne peut pas régler ça par la loi. Ce n'est pas une affaire de loi. Vous allez faire cela. Les gens ne pourront pas être candidats. Mais le président Bédié va continuer d'être président du PDC. Ils vont tous aller à Daoukro. Si le président Gbagbo ne peut pas être candidat, il est assis à Mama, ils vont tous défiler là-bas. Le président Ouattara, ils vont aller soit à Mougin prendre l'avion ou bien aller à Kong ou dans sa résidence à Assini ou ailleurs. Ils vont aller le trouver pour lui demander conseil, mais ils vont rester influents. Ils vont continuer à diriger leur parti politique. Et encore, si vous étendez la loi aux présidents des partis politiques, ils ne peuvent plus diriger leur parti politique. Mais leur statut, leur charisme, leur statut d'ancien gourou, partout où ils seront, ils ne dirigent plus de parti, ils ne peuvent plus être candidats, mais c'est des leaders charismatiques dont l'influence reste toujours. Pour vous, ces mêmes jeunes-là, pour M. Alafé, il n'y a pas de... M. Alafé, pour vous, il n'y a pas de solution. Il y a une solution. Il faut que les jeunes s'émancipent et que ne serait-ce pas une désobéissance dans le parti, parce que puisque le parti est régi, modifier et manipuler la loi pour les partis sont régis par des règles. Oui. Par des règles, il y a des assemblées générales qui se font. Oui. Donc, est-ce qu'un jeune peut aller outre cela? Il y en a qui on a eu. Kakabe a tenté, il a échoué. Mais c'est pas faute d'avoir tenté. Mais il a été banni après Kakabe de son parti. Parce qu'il y a des jeunes qui ont suivi M. Bédié. C'est parce que d'autres jeunes ont suivi M. Bédié. Ben, vous revenez à ce qu'il dit, donc. Oui, mais on n'a pas besoin de loi. On n'a pas besoin d'une loi pour écarter M. Bédié. Si des jeunes décident volontairement de le suivre. Monsieur Nguessan, quel relève au RHDP? Quelle relève au PDCI? Quelle relève au FPI? Merci. C'est une question de valeur d'abord. Quelle Côte d'Ivoire nous voulons pour demain? On a énormément cité Houphouët parce qu'il a laissé un héritage matériel. Nos enfants citeront le président Ouattara parce que lui aussi l'aura légué un héritage matériel. Donc on ne peut pas dans la Côte d'Ivoire demain négliger la culture du travail. Il faudra des gens qui veulent travailler, qui veulent bosser, qui veulent poursuivre le travail du père fondateur et aussi de certains de ses héritiers. La culture du travail. Nous sommes aussi dans le fait du pluralisme. Donc une opposition qui va toujours exister, des syndicats qui vont manifester, On a besoin d'un président qui soit capable de respecter le fait du pluralisme, qui soit capable d'accorder une place à l'opposition et aux syndicats, à la société civile, dans sa gouvernance. Ce sont des valeurs que je tiens. Et troisième valeur qui me paraît fondamentale, un président qui serait un peu en retrait.
qui ne va pas prendre la Côte d'Ivoire en otage, qui ne va pas prendre l'espace public en otage, qui ne va pas prendre les médias en otage, qui pourrait laisser nous autres nous exprimer, qui pourrait laisser les leaders de l'opposition s'exprimer, qui pourrait laisser les leaders de la société civile s'exprimer, qui pourrait permettre les marches, etc. etc. Donc, des noms, il y en a. Je ne suis pas militant du RHTP, mais on ne me dira pas que Touré Mamadou fait partie des mauvais ministres de la Côte d'Ivoire. Je ne croirais pas à ça. On peut lui reprocher des choses, mais quand même, il tire son épingle du jeu, il est assez jeune. On pourra citer le secrétaire général de la présidence, il tire son épingle du jeu. On pourra citer... sont des dizaines de ministres, s'ils sont à ces postes, c'est peut-être parce qu'ils sont tous compétents. Faut pas... On ne va pas en citer juste quelques-uns, non? Tous ne sont pas capables d'assumer? Si. Bon, moi je cite ce que je remarque, je ne peux pas dire que... Les autres, vous ce que je ne connais pas, les autres. voilà, j'assume le résultat. D'accord. Ouais, okay. Je vais, avant M. Assalé, je voudrais donner la parole à M. Banga, Dr Arthur Banga, donc analyste politique qui n'est pas avec nous ici, par téléphone. M. Banga, quelle réaction vous avez par rapport à ce dont nous parlons en ce moment? Quelle relève dans les différents partis politiques? Bien, d'accord. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Permettez-moi de réagir rapidement à cela. Et avant de répondre à votre question sur la relève, Dr Sylvain, que je salue au passage, a parlé d'un président fort, ce qui devait justifier de l'âge. Mais j'ai envie de dire, quelle est la question? Est-ce que la question, c'est que si ce qui gêne Sylvain, c'est que le président est fort, alors là, modifions la Constitution pour limiter les pouvoirs du président. Pourquoi un président fort peut être jeune et puis un autre peut être vieux? C'est pas ça la solution. Si ce qui nous embête tant, c'est le président qui est fort, donc c'est pas la question de l'âge, c'est la question des pouvoirs que nous donnons à notre président. En ce moment-là, il faut les réduire. Ensuite, M. Assalé, allô? Oui, nous sommes avec vous, nous vous entendons bien. Oui, M. Assalé, que je salue aussi, a parlé d'une constitution de 2000, mais c'est une constitution qui a été votée en 2016 aussi. Ce sont les Ivoiriens qui ont voté la Constitution de 2016. Autant les Ivoiriens sont prononcés en 2000 pour limitation de l'âge, autant les Ivoiriens ont décidé de supprimer l'âge. Et mieux, ils ont confirmé le choix en 2020, l'année passée. Ils ont eu le choix entre des candidats plus jeunes, notamment Kakabe et Afin Guessan. Ils ont choisi à plus de 95% un candidat de plus de 77 ans. Ça veut dire que les Ivoiriens n'ont pas de problème avec l'âge du président. Quand on parle de la gestion, mais ça tombe bien, aujourd'hui, on a un président de 78 ans. Est-ce que le pays est mal géré? Est-ce que M. Assalé ou M. Sylvain peuvent me dire que le président Alassane Ouattara, parce qu'il a 78 ans aujourd'hui, ne peut pas gérer le pays? Au contraire, il nous montre tous les jours qu'il peut gérer le pays à 78 ans. M. Nguessan dit qu'il ne dort pas beaucoup parce qu'il a beaucoup à faire. Il nomme ici, il nomme là, il fait ci, il fait ça, et que son âge pourrait... Mais ça va pas changer. Mais aujourd'hui, il a 78 ans et il le fait. Houphouët-Boigny avait, en 1985, Houphouët-Boigny avait officiellement 80 ans. Il a fait une conférence de 5 heures. Laissez parler Houphouët. Au début de la conférence, un journaliste qui a posé une question, il a dit « Je vous répondrai dans 5 heures ». Et il a répondu dans 5 heures. Les plus jeunes dans la salle dormaient. On peut être jeune et puis ne pas avoir la capacité physique. Donc si la question c'est la capacité physique, ce qu'on doit introduire, c'est le bulletin d'analyse de santé. C'est pas l'âge. Parce que quelqu'un peut avoir 80 ans, 85 ans, être en forme, et quelqu'un qui a 50 ans, il est foutu. D'accord. Voilà. Alors, quelle relève dans les différentes... Non, permettez-moi, ils ont parlé pendant que depuis 25 ans, j'écoute, donc permettez que je parle. On dit qu'il y a 3 personnes qui créent des problèmes. Mais laissez-moi vous dire que c'est une analyse limite. Parce que si vous enlevez les 3, vous les remplacez par n'importe quelles 3 autres personnes. Que la commission électorale indépendante n'inscrit pas confiance. Que la liste électorale n'inscrit pas confiance. Que les institutions électorales n'inscrivent pas confiance. On aura encore des crises. C'est pas l'âge seulement, c'est pas les 3 personnes. Mais là, c'est peut-être, je réagis sur ça, ce sont peut-être des crises hypothétiques qui ne sont pas certaines, mais avec M. Assalé, il est en train de dire qu'avec ces 3-là, on va quasiment au désastre. Non, pourquoi? Ce n'est pas que ces 3-là se sont appuyés toujours, quand il y a eu des désastre en 1995, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo sont appuyés sur le code électoral. En 2000, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié n'avaient même pas participé aux élections, mais il y a eu des problèmes
parce que celui qui a gagné, il y a eu un problème sur la commission électorale. Voilà. Mais il y en avait un parmi les trois il y en avait un des trois qui faisait partie de. Ils étaient même deux à être éliminés. Henri Konan Bédié et Alassane C'est ce que Ouattara. je dis. Il y en avait un qui faisait partie de la course à la présidentielle, donc le résultat, on l'a connu. C'était lié, mais le résultat est lié comme en 2000, comme en 2010 au fonctionnement électoral. Donc, la vraie réflexion qu'on doit avoir, ce n'est pas l'âge. La vraie réflexion, c'est quel mécanisme électoral on met en place pour que les Ivoiriens aient confiance. Pour que quand on te dit tu as perdu, tu reconnaisses que tu as perdu. Sinon, si vous changez les gens là, changez et puis demain ne modifiez pas ça. Mais est-ce que... On met à Salé... Monsieur Banga, oui, depuis 30 ans, plus de 30 ans, on est en train d'observer ces trois-là. Et puis, on dit il faut essayer autre chose pour voir. Si c'est vous qui avez raison, ben, on l'aura constaté tous. C'est ce qu'il dit à Salé. Mais Hamza, ce qui est intéressant dans la démocratie, c'est ça, c'est que si on doit essayer autre chose, les Ivoiriens, on le dit dans les urnes, pourquoi il ne faut pas confiance aux Ivoiriens? D'accord. Pourquoi? Ça peut être un argument de campagne. D'aller dire aux Ivoiriens, moi, Banga Arthur, je vous explique que depuis 30 ans, ces trois-là ne nous apportent pas des solutions, non, je vous apporte de nouvelles solutions. C'est ça la beauté de la démocratie. Je vais terminer pour expliquer quelque chose. Très rapidement, en 30 secondes, oui. Voilà. Les gens parlaient de retraite. Il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas trop vraies aux Ivoiriens. La retraite, c'est un droit social. La retraite, les gens ont marché, ils sont morts pour obtenir la retraite. L'activité politique, gérer sa cité, c'est un droit civique qui est lié à la citoyenneté. Et la citoyenneté doit être complète. Au nom de quoi? Les gens de plus de 75 ans vont avoir les citoyennetés amputées. Ils sont autant citoyens que toi, que moi, que tout le monde. Après, nous montons à 18 ans jusqu'à X âge, je suis citoyen. Au contraire, si on doit faire une réforme, c'est pour arrêter de frustrer ceux qui ont 18 et 35 ans qui ne bénéficient pas entièrement de leur citoyenneté. Il ne faut pas amputer la citoyenneté des gens. Il faut respecter leur citoyenneté. Il faut respecter la volonté des gens, encore qu'on passe à des élections. Bon. Voilà, donc cela dit, je peux maintenant me permettre de répondre à votre question sur la relève. On a failli l'oublier cette question, allez-y. La question de la génération, en 1970, à la Journée nationale des dialogues, le président Houphouët-Boigny a défini que le dépassement des tribus et le dépassement des querelles de génération sont les bases de la paix. Donc depuis toujours, en Côte d'Ivoire, on a eu à la fois cette confrontation générationnelle. D'ailleurs, ça fait rire aujourd'hui parce que quand on prenait le PDCI des années 80, celui qui incarnait la nouvelle génération à l'époque, c'était Henri Konan Bédié qui était opposé à Philippe Yassé, qui incarnait cette génération. Il y a eu toujours ça. Mais dans notre pays, les présidents ont toujours su faire un bon dosage. Souvenez-vous, Houphouët-Boigny avait des Bédié à 27 ans et des ministres comme Mathieu Kra. Henri Konan Bédié lui-même avait des ministres comme Tidiane Thiam qui avait 32 ans et des plus anciens. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a des ministres de 40 ans, de même pas 40 ans comme Mahmoud Rahman. Donc il y a toujours eu en Côte d'Ivoire cette volonté, d'abord cette tension générationnelle et cette volonté par les dirigeants de prendre conscience de cette tension générationnelle. Ce qui permet justement à chaque parti d'avoir quand même parmi les plus jeunes des éléments intéressants. Sur ce point, vous dites quasiment la même chose avec certains sur ce plateau ici. Assalé, lui, parle des chefs, des présidents. Donc, on va donner la parole tout à l'heure à Assalé. Mais Monsieur Nguessan, dites-nous, par rapport à l'analyste politique qu'est Arthur Banga, ce qu'il vient de dire, vous avez quelle réaction? Écoutez, je pense que nous sommes tous d'accord qu'il faut modifier les conditions d'éligibilité. Quand vous prenez la pyramide des âges de la Côte d'Ivoire, de ceux qui ont moins de 35 ans, c'est 77% de la population. Ils sont exclus du jeu de la présidentielle. Ils ne peuvent pas être candidats. Ceux qui ont plus de 65 ans, c'est 3%. Ceux qui ont plus de 75 ans, c'est moins de 1%. Alors, déjà, ils sont d'accord que 77% de la population soit exclue du jeu de la course à la présidence et que moins de 1% ne soient pas exclus. Quand on parle de la caution de 50 millions, sur ce plateau, bon, moi, je n'ai pas 50 millions. Donc, pour vous... 39% de la population ivoirienne n'arrive pas à dépenser $2 par jour. Ça veut dire que 39%, a priori, n'a pas les 50 millions pour être candidat à la présidentielle. Est-ce que nous, les 39% ne sont pas exclus? On dirait peut-être que c'est 75% d'Ivoiriens qui n'ont pas 50 millions sur leur compte. Ou bien, on revient à 18 ans. À partir de 18 ans, vous êtes candidat jusqu'à votre vie. Et on revient à une caution de $2 symbolique. Et puis en 2025, nous sommes candidats. On va aller recruter des Français, des Américains pour gérer la CEI. Parce qu'il y aura personne à pour trier les dossiers. Et puis on verra qui va gagner. Nous allons y revenir. Pourquoi il y a tant de velléité en ce moment dans les partis politiques? Est-ce que ce sont les jeunes qui sont trop pressés pour assouvir leurs ambitions?
ou alors ce sont les doyens qui ne sont pas pressés du tout pour laisser la place? Non, moi je voulais d'abord faire des précisions par rapport à ce que Arthur a dit. Je pense que dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité maintenant. Ça fait 30 ans qu'on se ment nous-mêmes et qu'on fait des grandes théories alors qu'on va à la mort. Moi je dis et je l'assume. Ce qu'ils disent, il faut créer la CEI consensuelle, mais ça c'est hypothétique. Mais il y a des faits qui sont réels. Quand on prend cette histoire de la Côte d'Ivoire, depuis 1995, ces 3 acteurs qui, par leurs palabres, ont divisé les Ivoiriens. Par leurs palabres, ont divisé le pays. On peut rappeler ici, les Ivoiriens nous regardent, on peut donner les faits, parce que c'est les faits qui sont les plus importants. En 1995, on a eu quoi? M. Ouattara et M. Gbagbo, dans le Front républicain, contre qui? Contre le président Bédié. Il y a eu le boycott actif, il y a eu des déplacés internes en Côte d'Ivoire ici, il y a eu des morts. Cette crise-là a conduit à quoi? Un coup d'État. Premier cas. En 2000, on se retrouve avec M. Gbagbo Laurent, avec M. Gueye Robert, en synergie pour écarter M. Ouattara et M. Bédié de l'élection présidentielle. On a eu quoi? 300 morts, un charnier. M. Bédié et M. Ouattara se réconcilient dans un combat contre M. Gbagbo Laurent et ils créent le RHDP. Mais avant ça, il y a eu quoi? Du palais d'exclusion, il y a eu la rébellion. Il y a eu la rébellion. RHDP, en 2010, les deux sont contre M. Gbagbo. D'accord. Et non, quel que soit le schéma avec ces 3-là, vous voyez, il faut que je démontre. Il y a eu, en 2010, on a eu 3000 morts. D'accord? Nous sommes en 2021, on va en 2025. Il y a eu 2 tendances pendant près de 20 ans. Maintenant, on a une 3e tendance. M. Ouattara, M. Bédié et M. Gbagbo sont dans une alliance aujourd'hui pour aller conquérir le pouvoir en 2025. Mais je peux vous donner une autre date où il n'y a pas eu de tension. 2020, il n'y a pas eu... Non, il y a eu tension. Il y a eu 87 morts en 2020. Oui, 2015. En 2020, il y a eu 87 morts. 2015. Oui, mais en 2015, il y avait qui? Il y a M. Ouattara et M. Bédié qui étaient tués ensemble. Est-ce que vous oubliez? Avec l'appel d'Aoukro. Et l'appel d'Aoukro. M. Gbagbo était à la CPI. Donc comment il pouvait avoir... Mais le FPI était sur place. Non, le FPI n'a pas participé aux élections. Oui, mais... Non, Afinguessan ne connaît pas les Gors. C'est différent. La preuve est là aujourd'hui. Et donc, tant qu'on... Donc ce sont les Gors qui... Non, mais le FPI, M. Gbagbo l'a dit, Afinguessan a la légitimité, pardon, à la légalité, mais la base du FPI est restée avec M. Gbagbo Laurent. Donc tant que M. Gbagbo Laurent n'est pas engagé dans une action, le FPI ne bouge pas. Bon, d'ailleurs, le FPI n'existe plus avec Gbagbo Laurent, donc c'est une autre affaire. Donc ce que je veux dire, c'est que Sylvain l'a dit, mais soyons honnêtes, dans tout pays au monde, la Constitution limite les critères pour arriver à la présidence. Je donne des exemples précis. D'accord, 2 exemples seulement et on va avancer, oui. Au Bénin, est-ce que le Bénin n'est pas une démocratie? Le Bénin. Là-bas, c'est 40 ans, 75 ans maximum. Ce n'est plus candidat. Prenons choses comme ça. Le Togo, c'est pareil. La Côte d'Ivoire avait limité. Et nous, on dit... Et puis d'abord, je vais préciser que je vais faire une réforme de la loi. Je suis député. Et puis, il faut qu'on dise aux Ivoiriens que les députés, leur rôle, c'est de faire la loi. Sylvain a cité la 14 de la Constitution. Le président de la République et les députés ont l'initiative des lois. Les gens sont surpris qu'un député veuille jouer son rôle. On est d'accord, on va y revenir. On n'y est pas encore. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Je demandais, pourquoi il y a tant de velléités dans les partis politiques, justement? Vous qui voulez une relève, pourquoi ça fait palabre dans les partis? Mais ça va faire palabre parce que, je vais vous donner un exemple précis. Au PDCI, jusqu'en 2015, il y avait la limitation de l'âge dans leur statut et règlement intérieur. Les jeunes du PDCI avaient pensé qu'à ce moment-là, M. Bédié allait se retirer pour laisser la place aux jeunes qui voulaient monter. Mais ils ont modifié les tests du PDCI, ils ont retiré la limitation d'âge pour que M. Bédié reste en place. Donc vous voyez qu'à l'interne des partis politiques, il y a un système qui est tel qu'aucun jeune à l'interne du parti politique ne peut prospérer. Si le leader... ne veut prendre... Non, il ne peut prospérer tant que le leader n'a pas renoncé. Ils ne sont peut-être pas courageux, c'est ce que dit M. Alafé. Ils vont se faire exclure pour indiscipline. C'est ce qui va arriver. Voyez-vous. D'accord. Vous avez parlé... statistiques. Oui. Ils ont dit tel nombre de jeunes sont ceci, cela, etc. Ce qu'ils disent là, ça pose un problème soit de citoyenneté, soit de culture politique. Que veut la jeunesse? Que veut le peuple? On a tendance à dire que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent ou qu'ils acceptent. On n'impose pas Bédié, on n'impose pas Ouattara, on n'impose pas Gbagbo aux gens. Malgré tous les torts qu'ils nous auraient faits, ils sont là. Si demain ils sortent, vous verrez des milliers de gens pour eux. Il y a un problème.
Que veulent les jeunes, ceux-là dont vous parlez, qui n'ont pas 35 ans? D'ailleurs, si on doit faire une réforme, il faut peut-être qu'à partir des 21 ans, les gens puissent, ou 18 ans, puissent être présidents. Pourquoi pas? On est électeur, on peut être député à 21 ans, n'est-ce pas? Mais pourquoi on ne peut pas être président à 10 ans? Mais donc il faut... Monsieur Assalé, vous devez en tenir compte dans votre projet de loi. Non, il faut commencer à 21 ans. Monsieur Assalé disait tout à l'heure, il disait à l'instant que... Monsieur Alafé, Monsieur Assalé disait, le député sur notre plateau, qui disait que il peut citer des exemples de pays qui ont limité 40, 75, mais on peut vous en donner 10 autres, 20 autres qui n'ont pas limité. Pourquoi il faut qu'on copie ces 2-3 pays-là? Pourquoi ce serait ça l'exemple parfait à suivre? Ce n'est pas l'exemple parfait à suivre. Chaque pays assume son histoire par rapport à ce qu'il vit. Et donc, je pense que ce n'est pas ça le problème. On parle de mettre des lois pour imposer des choses. Mais si la loi en question, si la réforme en question est passée, c'est aux Ivoiriens de décider. On va revenir à cette réforme. Monsieur Banga, vous voulez dire quelque chose? Vous avez 1 minute. Oui, je veux dire rapidement 2 choses qui sont importantes. Faut pas mélanger. C'est pas parce que les moutons et les cabris sont des animaux qu'on va les mélanger. La limitation, chaque limitation a ses objectifs. Il y a des limitations qui violent le droit civique. Il y a des limitations qui ont un esprit. Voilà, quand on a mis la limitation de l'argent, moi par exemple, ça ne me séduit pas. Effectivement, je ne suis pas d'accord. C'est dit qu'en Côte d'Ivoire, pour être candidat, il faut avoir de l'argent. Donc celui qui a des idées, qui n'a pas d'argent, peut être candidat. En revanche, la limitation sur les parrainages, ça évidemment, c'est pour éviter justement que tout et n'importe quoi vienne. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler pendant 5 ans pour avoir une base qui pourra soutenir votre candidature. Ça, c'est des choses intéressantes. Deuxième chose, quand il parle de limitation d'âge dans les pays, il n'y a qu'en Afrique on va ces plaisanteries là de 75 ans. Mais regardez dans tous les pays du monde, l'écrasante majorité, j'ai ça sous les yeux puisque d'ici j'ai Internet. Donc l'écrasante majorité des pays n'a pas de limitation. Ni inférieur, ni extérieur. L'inférieur, en général, c'est 18 ans. Certains montent à 25, certains montent à 40 ans. Il n'y a que dans les plaisanteries d'Afrique qu'on peut venir jouer avec l'âge. Parce que c'est grave d'éliminer quelqu'un sur son âge. C'est grave de dire à quelqu'un tu ne peux pas diriger, tu ne peux pas participer à la gestion de ta cité parce que tu es vieux. Pourtant, aujourd'hui, même la Côte d'Ivoire, elle est dirigée par quelqu'un qui a pris 78 ans. Maintenant, je vais rebondir sur quelque chose. En Côte d'Ivoire, ici, les dernières municipales, on a eu des morts. Il y avait Bédié, il y avait Ouattara, il y avait Gbagbo. Non, mais à Port-Boué, il y a eu des morts. À Passam, il y a eu des morts. Parce que le problème, c'est... Vous limitez... Vous analysez très mal le problème en le mettant sur Ouattara, Bédié et Gbagbo. Le problème, c'est le système électoral. Si on veut que l'élection produise... Allô? Si on veut que l'élection produise quelqu'un de la paix, il faut que le système électoral termine la paix. Je termine maintenant par dire, on peut être vieux porter de jeunes idées. Regardez aux 2 dernières primaires aux États-Unis. Qui a eu plus de voix des jeunes? C'était le candidat le plus âgé, Bernie Sanders. Les dernières élections en France, celui qui a eu plus de candidats des jeunes, qui a été plus voté par les jeunes, c'était pas Macron, c'était Mélenchon. Parce qu'on peut être ancien et porter des idées nouvelles. Bernie Sanders est venu avec des idées jeunes, des idées qui ont bouleversé le monde, le Parti démocrate. Donc il faut arrêter d'aligner. Merci, M. Arthur. D'ailleurs, je termine là-dessus. En Côte d'Ivoire, on a des gens qui sont à les premières expériences gouvernementales à 60 ans. Par contre, il y a des gens qui sont dans la politique depuis 30 ans alors qu'ils ont 50 ans. Ceux qui sont plus anciens, c'est un personnel plus ancien, quoique jeune. On peut avoir un personnel nouveau et puis âgé. Donc, il faut éviter l'âge. D'accord. Vous disiez, il y aurait eu des morts. Vous disiez, il y aurait eu des morts à Port-Boué. Quand? Je crois à Bassam, non? À Bassam, il y a eu des tensions à Port-Boué aux élections. Des tensions, il y en a eu, mais des morts, on va faire attention. Je voudrais savoir, on est dans une république de présidents, on dirait. Tout le monde a envie d'être président. Pourquoi? Non, moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on dise. Oui. Il ne faut pas que... C'est ça que je dis à mon ami... Monsieur Assalé. Il ne faut pas m'opposer la parole. Monsieur Assalé, vous avez... Oui, vous attendez. Allez-y. C'est pas très élégant. Je vais dire que... Monsieur le député. Je vais dire qu'il faut éviter de prendre les gens de haut quand on fait un débat.
ne faut pas penser que ce que vous dites, vous détenez la vérité absolue et que les autres ne racontent que des histoires. C'est pour ça qu'il y a débat, on échange, chacun a sa vérité et on les affronte. Oui, oui. Il ne faut pas dire qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on fait des bêtises, non, non. On n'est pas la table du monde, d'accord? Allons-y. Il faut être extrêmement sérieux. Une constitution a toujours exclu des gens. Dans tous les pays au monde, une constitution exclut toujours une catégorie des citoyens. 40 ans pour être candidat, c'est une exclusion. En Grèce, où il prend tous ces exemples-là, où la démocratie est née, il faut avoir 40 ans pour être candidat à la présidence là-bas. 40 ans. Tu prends, même aux États-Unis, c'est 35 ans minimum. Donc chaque pays détermine l'âge limite. Ce n'est pas une violation des droits des Ça, ce n'est pas l'âge limite, c'est l'âge de non, l'âge minimum, l'âge plancher. Chaque pays détermine. Ça ne veut pas dire qu'on viole les droits civiques de la population. Il faut mettre des règles avant qu'on aille. Guessan l'a dit, il a dit qu'il y a un gros taux, voilà. Un pourcentage énorme de personnes qui sont exclues tant que c'est pas... Si on met un âge plancher, il est logique qu'on mette un âge plafond. En quoi c'est une violation des droits des gens? Pourquoi on limite une catégorie et puis on empêche qu'on limite une autre catégorie? Parce qu'on peut avoir 80 ans et continuer d'assumer ses fonctions. Mais pourquoi vous voulez qu'on limite à 75? Ah non. C'est l'histoire du pays qui détermine cela. Oui, parce que ces trois-là auraient dit à une époque, à un moment donné, qu'il fallait que ça se limite à ça. C'est sur ça que repose votre argument. Et le peuple de Côte d'Ivoire a voté massivement cette limitation. D'accord. En 2016, la Constitution a été votée dans quelles conditions? L'opposition a boycotté systématiquement cette Constitution. Il y a eu même des morts. Et donc, cette Constitution a posé problème. D'ailleurs, l'opposition ne l'a pas reconnue. Et je suis surpris qu'aujourd'hui, une constitution qu'ils ont boycottée, qu'ils n'ont pas reconnue, ça soit celle-là qu'ils revendiquent parce que ça protège leurs droits à eux. Ils sont républicains. En supposant que... Non, ils ne sont pas républicains. Ils sont devenus, non, ils ne sont pas républicains. Ils ne respectent pas leurs paroles. C'est ce que ça veut dire. Je vais dire quoi? Qui n'a pas respecté sa parole? Mais ceux qui ont dit que cette constitution n'était pas leur constitution à eux. C'était qui? Mais l'opposition politique en Côte d'Ivoire, elle a boycotté systématiquement cette constitution-là. Et ils ont fait des déclarations pour dire que cette constitution ne les concerne pas. Mais maintenant que par un amalgame entre M. Bedi et M. Babo, on a sauté la limite d'âge et que ça arrange des gens, voilà que ceux qui ont boycotté la Constitution deviennent les plus grands défenseurs de cette Constitution. C'est ça, c'est la malhonnêteté. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Tout à l'heure, peut-être vous allez poser la question, mais on est en train de limiter mon initiative à des individus. D'accord, on va aller à cette initiative-là dont vous parlez tant. Voilà. D'accord, allez-y, moi, très je rapidement. veux rappeler quelque chose quand même dans l'histoire de Côte d'Ivoire. En 2010, ça il faut le dire, c'est ce qu'on a appelé l'article 48 et l'accord de Marcoussis, les conditions exceptionnelles. Le président Bédia avait plus de 75 ans. Lorsque cette constitution dont vous parlez de 2000 qui limitait à 75 ans, mais le président Bédia a pu être candidat en Côte d'Ivoire alors qu'il avait plus de 75 ans. C'est ça aussi le problème de ce pays. Mais contexte, là, candidat. Oui, mais on aura tous des contextes. C'est ça. Non. Mais ce pays a violé sa propre constitution. Voilà. Au vu et au su de tout le monde. Voilà. Vous ne le dénoncez pas assez. Mais pourquoi? Il faut le dire. Il y a eu un problème. Maintenant, vous avez posé une question. Pourquoi dans ce pays, tout le monde court pour être président? Voyez-vous, oui, il est député. Il est député. Mais vous savez, l'initiative qu'il lance, elle ne peut pas aboutir. Ça aussi, il faut le dire, si le président de la République n'est pas d'accord. Ah oui, mais on n'est pas... Elle ne peut pas aboutir. Mais pourquoi elle ne peut pas aboutir? En tout cas, visiblement, à la fin, n'est pas d'accord. C'est lui qui va convoquer le Congrès. Non. Quand la procédure sera arrivée à son terme, ou le Congrès, ou c'est lui seul qui peut convoquer le Congrès. Le président de la République seul. Non. Et je profite pour faire une observation sur le règlement de l'Assemblée nationale. Ça ne dépend pas de lui, qui n'est pas à jour. Le règlement de l'Assemblée nationale, en son article 14 ou 98, est une version de la Constitution de 2016. Ce n'est pas une version actualisée. La Constitution a été modifiée en 2020, en mars 2020. En mars 2020. Et le règlement de l'Assemblée nationale date de 2018. Ce n'est pas juste et il faut l'actualiser. Parce que dans mes recherches, j'ai failli être abusé. Quel article il a sorti qui n'est pas juste? 109, j'ai pas. Il y a l'article 109 et l'article 177 de la Constitution modifiés en 2020 qui disent que pour modifier, pour réviser la Constitution, il faut déposer le texte devant l'une des deux chambres. Or, la Constitution de 2016 exigeait de déposer le texte devant les deux chambres simultanément, en même temps.
Donc il y a eu une petite modification. Non. Mais si... Je vais clarifier. J'ai relu. Non, il y a eu une petite modification. Non. Mais si, je parle de la... Est-ce que cette modification l'empêche d'introduire son recours, d'introduire sa réforme? Mais le règlement de l'Assemblée nationale, qui m'a été transmis aujourd'hui, est de 2018. Il n'est pas actualisé relativement à la modification intervenue en mars 2020. D'accord. Et ça, nous en arrivons à la deuxième partie de notre débat. Cette deuxième partie, vous y avez déjà mis le plat depuis quelques minutes. C'est la partie qui concerne la limitation de l'âge, justement, pour être candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Il y a une modification de la Constitution qui pourrait se faire. Hein. Elle va concerner, entre autres, cette limitation d'âge. Mais c'est une réforme qui, quand même, comprend plusieurs éléments. Oui. Plusieurs éléments, 8, entre autres, je pense, notamment. Donc, c'est sur la réforme, c'est celui qui a déposé ces réformes, qui va déposer ces réformes le 1er avril prochain 2022 sur la table des députés, c'est bien vous, monsieur Assalé, Tiemoko Assalé, député donc de Tiasalé, je le rappelle. Nous allons suivre cet élément vidéo. C'est un élément vidéo qui fait à peu près 3 minutes 30, et puis on va écouter les Ivoiriens, ce qu'ils pensent de cette réforme. Plus le président dure, on ne voit plus l'efficacité. Plus le mandat est réduit, il est plus efficace et plus performant. Parce que c'est la monotonie maintenant qui s'installe. Moi, personnellement, mon avis, c'est qu'on doit limiter les mandats en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que toute chose qui a un début a une fin. Voilà, donc si un président vient, il doit faire son année et quand il finit, il doit céder la place pour éviter des dommages, tout ce qu'on connaît des désagréments et tout ça. La large frange de la population veut être à l'aise. On veut se soigner, s'éduquer, manger à notre faim. C'est ça le plus important. C'est de ça qu'il s'agit. Et si quelqu'un porte ce projet de société-là, je pense qu'on va laisser le choix au peuple d'apprécier et de pouvoir porter ce choix sur cette personne-là. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Parce que pour moi, si quelqu'un fait un bon travail, il peut continuer. Voilà, par rapport à la limitation d'âge, moi je pense que ce n'est pas trop un souci pour moi au fait. Je suis pour la limitation du mandat en Côte d'Ivoire parce que tout et chacun d'entre nous est appelé à travailler. On ne sait pas ce que chacun d'entre nous va donner aux autres. Donc je crois qu'une fois on a dit de faire un certain nombre d'années pour partir, que c'est mieux de donner la chance à d'autres personnes, ne pas créer des confusions et puis des palabres et tout ça là. Selon moi, je pense qu'il faut 2 mandats. Pour moi, il est impératif que chaque président fasse 2 mandats pour permettre à chaque Ivoirien de faire valoir aussi ses idées. En tant que citoyen ivoirien, je pense que ce qui est bon pour mon pays, c'est la limitation des mandats présidentiels. Pour que chaque président puisse mettre en route son programme de société, son programme de gouvernement. C'est-à-dire que le second mandat, c'est celui de la confirmation. Donc pour moi, après 2 mandats, normalement, celui qui occupe le fauteuil présidentiel devrait le céder pour qu'on puisse voir un autre citoyen diriger le pays. Je suis pour la démocratie. Et la démocratie exige qu'on respecte la Constitution qui stipule qu'il faut au moins 2 mandats, au plus 2 mandats. Donc quand on va au-delà, ce n'est plus la démocratie. Il y a eu un amendement lors de la Constitution du 23 juillet 2000 où on a institué la limite d'âge. Le Constitution a fait cet amendement parce qu'on a eu l'expérience du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, qui, vers la fin de sa gouvernance, était dans un état de santé très délicat. Donc, pour éviter cette situation, on a institué la limitation d'âge à 75 ans. À cette époque, aucun des candidats sérieux et potentiels n'était frappé par cette limite d'âge. Donc, il n'y avait pas vraiment d'exclusion par rapport à cette disposition. Et d'ailleurs, même en 2016, le 9 novembre 2016, on a levé cette limite d'âge. Ce qui a permis d'ailleurs au président Bédié et au président Alassane d'être candidats aux élections de 2020. Ce serait un grand retour en arrière de revenir encore instaurer cette limite d'âge. On l'a vu dans toutes les nations modernes, telles que les États-Unis, la France, l'Allemagne, et j'en passe, même la Chine et la Russie, toutes ces grandes démocraties, n'ont pas de limitation d'âge dans leur constitution. Donc l'âge n'est pas un problème.
La sagesse, des fois, compense plus que largement l'énergie de la jeunesse. Donc, pour ça, dans le principe même général, je ne suis pas pour cette limite d'âge. On l'a bien compris, M. Djabidje, député maire donc de Zionoula. Outre Djabidje, il y avait plusieurs autres Ivoiriens qui se sont exprimés, hein, on l'a compris. Eux allaient sur la limitation de mandat qui, elle, existe déjà depuis plus de 20 ans, qui existe déjà. Le bon élément, on vous le proposera certainement avant la fin de cette émission. Merci à Seydou Ouattara et Ahmed Traoré. Alors, Assalé Thiemoko, c'est vous qui allez introduire cette réforme sur la table à l'Assemblée nationale. De quoi il s'agit? Bien, on a vu que l'élément, ce n'était pas sur la limitation de l'âge, c'était plutôt sur les mandats. Mais ce que je veux dire, c'est que les Ivoiriens se sont beaucoup plaints, hein, que les députés ne font pas leur travail, qu'ils sont au Parlement, chaque mois ils s'en vont prendre des millions, que toutes les lois sont d'origine gouvernementale depuis près de 60 ans. C'est le président de la République et son gouvernement qui envoie toutes les lois. Et voilà qu'enfin un député décide de faire son travail. Et donc de justifier l'indemnité qu'on lui verse chaque mois. Et donc, j'ai décidé de porter plusieurs propositions de loi au Parlement. C'est vrai que, vous voyez, déjà, on a fait l'ancrage sur des individus, 3 individus qui sont concernés par une disposition, et donc ça fait débat. Alors que la réforme, elle est grande, elle concerne plusieurs aspects. Alors, c'est à la fois le concept de la Constitution et le Code électoral. Et d'autres lois qui n'ont rien à voir avec la Constitution que nous voulons proposer aussi. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans cette affaire. Sur les mandats, on a eu l'interprétation après 2016, on a vu ce que ça a créé en 2020. Et donc, il faut qu'on renforce l'écriture de ce texte-là, pour qu'il ne soit pas soumis à interprétation. Et que même quand il y a une 3e, 4e République, une 5e République, personne ne puisse remettre ça en cause. Nous décidons de renforcer cela. On va parler du texte ici, mais c'est un élément qui est pris en compte. Sur la limitation des mandats, et là tout le monde le sait, on veut mettre le verrou qui a été sauté en 2016. C'est un autre élément. Mais ça va au-delà. Quand on prend l'article 32 de la Constitution qui parle de la protection de l'État par rapport aux personnes vulnérables, nous voulons reformer cet article-là et être plus clair dessus pour que l'État de Côte d'Ivoire s'engage à protéger toutes les femmes de Côte d'Ivoire contre les atteintes physiques dans le cadre privé, dans le cadre du travail et dans le cadre public. C'est une autre disposition que nous voulons organiser. Quand on prend la limitation de l'âge, il n'y a pas que la présidentielle. Ça concerne les députés, ça concerne les maires, ça concerne les présidents des conseils régionaux, ça concerne toutes les institutions du pays. D'accord. Revenons un moment sur cette limitation de l'âge, hein, ce projet qui fait beaucoup de bruit. On reviendra aux autres textes, hein, rassurez-vous. Alors, c'est quoi votre motivation au juste? Votre besoin de limiter l'âge se fonde sur quoi? Non, il faut d'abord dire que quand on fait une proposition de texte, il y a ce qu'on appelle l'exposé des motifs. D'accord? Le texte, l'exposé des motifs, ce n'est pas moi qui vais le divulguer ici. Parce que j'ai une proposition à faire devant mes pairs, il faut que je travaille. Laissez l'exposé des motifs. En une phrase, dites-nous pourquoi vous avez envie que ce soit verrouillé à 75 ans. Une phrase. Oui, moi, je veux que ce soit verrouillé à 75 ans, parce que ça peut nous épargner une crise en 2025. Voilà mon raisonnement. Ça peut nous épargner une crise en 2025. Ne serait-ce pas normal que ce soit le peuple lui-même dans sa globalité qui décide? Si vous m'avez laissé finir, j'allais arriver dessus. Tout à l'heure, M. Alafé disait que c'est le chef de l'État qui décide de soumettre le texte au Congrès ou bien au peuple. Mais on n'est pas contre ça. C'est la Constitution elle-même qui a prévu son mode de révision. Si le député que je supporte, le projet, la proposition, et que la Constitution, le Parlement l'adopte, mon travail est fini à ce niveau-là. Pour le reste, ça dépend du chef de l'État. De soumettre soit au Congrès, soit de soumettre ça au peuple. Mais on dit non, il est minoritaire, c'est le chef. Mais c'est les minorités souvent qui font l'histoire aussi. Donc moi, j'ai porté une proposition et je vais l'envoyer jusqu'au bout. Si c'est adopté, c'est tant mieux. Si ce n'est pas adopté, c'est la démocratie. Ouais. Maintenant, une fois que c'est adopté, que le chef de l'État dit qu'il le soumet au référendum, c'est lui qui apprécie. Et les Ivoiriens iront se prononcer au référendum pour dire on est d'accord qu'on verrouille ou bien on n'est pas d'accord qu'on verrouille. C'est fini. C'est démocratique. Et l'âge des députés, vous voulez que ce soit aussi bloqué à 75 ans? Moi, je pose le principe de ce que quand on touche de l'argent public pour une activité qu'on mène, on doit prendre une retraite. Les fonctionnaires prennent leur retraite. Ils sont payés par l'argent public. Les hommes politiques élus, députés, maires, présidents, ils sont payés par l'argent public. C'est les Ivoiriens qui cotisent. Il faut qu'à un moment donné aussi... Les maires aussi? Les maires, ils sont payés.
C'est l'argent public aussi. Les maires reçoivent une indemnité, même si elle est forfaitaire, mais c'est l'argent public. Donc il faut qu'à un moment donné, ils prennent leur retraite. Parce que l'argent public ne peut pas être utilisé ad vitam aeternam. D'accord. Donc c'est une logique démocratique. Est-ce qu'il faut chasser les vieux pour les chasser simplement? S'il n'y a pas de jeunes qui fait rêver, vous, M. Nguessan et M. Assalé, est-ce qu'il faut juste les mettre de côté? Je viens à vous, M. Alafé. Moi, à mon avis, il ne s'agit pas de chasser des vieux. Mais c'est de ça qu'on parle depuis. Vous voyez, des gens citent l'exemple, il n'y a qu'en Afrique, il n'y a qu'en Afrique. On a vu le cas de la Belgique qui est resté pratiquement 1 an sans gouvernement. Ouais. Le pays a fonctionné correctement. On a vu les élections aux États-Unis avec le cas Al Gore. Il fallait recompter, il fallait ceci, cela. Le pays a fonctionné correctement. En Côte d'Ivoire, une histoire, il n'est pas encore minuit. C'est là où on a 3000 morts. L'absence d'institutions. Ici, les institutions sont incarnées par des personnes. Il n'y a pas d'institution forte. Non, on ne peut pas comparer des pays comme ça, parce qu'on peut citer plusieurs pays à la fois. Non, ce n'est pas la même réalité. Vous faites une élection en Côte d'Ivoire, élection présidentielle. 5 jours après, il n'y a pas de résultat. Vous allez voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, pour revenir à votre question, il ne s'agit pas de chasser quelqu'un. Non. Il y a que la Constitution donne... Moi, c'est ma principale motivation. Hein. C'est une grande maison, il y a beaucoup de motifs. Il y a que la Constitution donne tellement de pouvoir au président de la République de Côte d'Ivoire qu'il a besoin, à mon avis... Oh, malheureusement, au fur et à mesure... Finalement, ça va au-delà. Maintenant, ce n'est plus seulement le plan de la République, puisque les députés aussi, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir... vont aller à la retraite à 75 ans. Ils ont moins de pouvoir que les maires, ils seront aussi à la retraite après 75 ans. On va laisser M. Nguessan terminer. Donc l'argument du président, bon, voilà. Non, quand vous occupez des postes de responsabilité... Il faut y ajouter les ministres. Mais c'est tout bon. Ok. Allons-y, M. Nguessan, terminé. Quand vous occupez des responsabilités, sinon en Côte d'Ivoire, on aurait signé des pétitions pour empêcher que vous aillez à la retraite. Oui. On aurait signé des pétitions pour... Pourquoi lui spécialement? Le monsieur brillant qui avait toutes ses facultés, vous dites pourquoi tu n'as pas enseigné aujourd'hui, Yacouba Konaté, mais quand même là j'étais arrivé, il était parti, ils sont partis. Monsieur Vaudier assumait une fonction qu'il a laissée lui-même. Oui, non, je parle de son poste à l'université. Oui, laissons-le. Il a la retraite. Quand vous occupez des responsabilités, il faut reconnaître qu'à certains moments, vous ne disposez des facultés que vous aviez au début. Et c'est l'argument qui a été avancé aussi bien par le président Bédier, par le président Ouattara que le président Laurent Gbagbo. Qu'au-delà de 75 ans, le pouvoir use, il faut que la personne puisse se reposer. Au-delà de 75 ans, la Constitution... Pourquoi 75? Pourquoi ce chiffre, justement? Moi, j'étais pour 70. Hein. Pourquoi à vous, oui, 75, 70, vous c'est 75, vous c'est 70. Pourquoi c'est pas 60, 65? Même dans la proposition, on a mis... Non, parce que quand on est élu à 75 ans, on finit le mandat à 80 ans. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est à 80 ans qu'il quitte le pouvoir. Et puis il ne peut pas se représenter. Donc c'est pas un âge qu'on a mis comme ça de façon fortuite. Mais je demande pourquoi c'est pas 70. Non, mais dans la proposition, justement c'est ça. Il y a un débat à ce niveau. Parce que nous, il y a des députés qui ont dit on met 70 ans. On a dit donc on met 70 ans, on met 75 ans. Et puis au niveau du Parlement, on va décider quel est l'âge qu'on retient. D'accord. Parce qu'on peut vous en citer quelques-uns qui ont plus de 80 ans et qui gèrent à merveille leur pays. Oui, mais ça, c'est notre D'accord. Monsieur Banga, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. J'ai juste peur qu'on me traite d'inélégant. Parce que je ne sais pas, je prends les choses en retard, donc je ne sais pas comment m'enlever la parole. Non, monsieur Assalé peut comprendre ça. Surtout que sur le plateau, il s'apostrophe et il traite personne d'inélégant. Deuxième chose, je n'ai jamais dit que je détiens la vérité. J'ai une position que je veux défendre. C'est pour ça qu'on m'a invité. Donc quand je défends ma position, je ne veux plus qu'on me traite à chaque fois de quelqu'un qui détient la vérité. Il faut que ça se répète. Il faut qu'on garde la courtoisie sur le plateau. Allez-y, monsieur Banga, dites-nous. Je reviens encore sur cette question d'âge. Voilà, les gens ne savent même pas. Ils ne peuvent pas vous dire pourquoi ils choisissent un âge, parce que ça n'a pas... Regardez, le monsieur parle de faiblesse des institutions. Et pour corriger la faiblesse des institutions, tu veux agir sur l'âge. Mais ce n'est pas logique. Quand on veut corriger la faiblesse des institutions, on s'occupe des institutions. Quelqu'un dit le président est fort. Et au lieu de chercher à savoir comment on va faire pour que le président ne devienne plus fort, il dit non, l'âge. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un dit la santé. Mais quelqu'un peut avoir 30 ans et puis il va être en mauvaise santé. Quelqu'un va avoir 100 ans, il va être en bonne santé. Voilà, donc vraiment, tout ce qu'on dit sur l'âge, moi, ne me convainc pas. Moi, j'estime qu'on ne peut pas empêcher... On a des gens qui ont fait... Attendez, diriger les États-Unis, c'est plus difficile. Diriger la Côte d'Ivoire, c'est plus difficile que diriger les États-Unis. Et puis la Côte d'Ivoire, le président, il a 78 ans. Et puis on est là. Donc moi, je ne sais pas. Il faut... Bon, on va attendre. Les gens ne vont pas aider d'un exposé de motifs. On attend un exposé de motifs. Parce que jusque-là, on ne peut pas venir me dire qu'on va corriger l'âge
parce que ça va mener des crises. Je dis les crises, on en connaît parce que c'est le système électoral qui est mauvais. Donc les gens posent souvent de bons diagnostics avec de mauvais remèdes. Comment on peut imaginer qu'en supprimant l'âge, on va régler les problèmes des institutions? Comment on peut imaginer qu'en supprimant l'âge, on va empêcher le président d'être plus fort? Vraiment. Ou bien on dit, ok, en Côte d'Ivoire, notre constitution donne trop de pouvoir au président, donc on cherche à limiter ses pouvoirs, ou bien on dit nos institutions fonctionnent mal, donc on s'assoit, on réfléchit sur les institutions. Et dernier point, je le dis, la retraite c'est un droit social. La retraite là, c'est un droit social, c'est un droit du travail. On ne peut pas utiliser un droit social, un droit du travail pour parler de droit civique. Ça c'est une évidence. Je ne vois pas. L'usage du terme retraite ne se limite pas aux fonctionnaires. On ne vous oubliera pas, monsieur Arthur Banga. On revient à vous. On utilise le mot retraite. Monsieur Nguessan, stop. Arthur Banga, on reviendra à vous tout à l'heure. Monsieur Alafé. Moi, je pense que je fais peut-être une contre-proposition ou une proposition à ajouter à son panier. On peut ajouter. C'est aussi la limitation du droit d'être candidat. On peut limiter à 2. Le fait d'être candidat. Celui qui a été déjà candidat 2 fois ne peut plus être candidat. Mais c'est important. Il veut régler un problème en 2025. Candidat ou président? Candidat à la présidence de la République. Candidat. Tu as déjà été candidat 2 fois. Élu ou pas. Non. Oui, non, vous voulez régler un problème. Pourquoi, monsieur Alafé? Mais ça va éviter de créer des situations nouvelles, de crise. Lui, il veut éviter une crise. Mais le vote de cette loi-là peut être source de crise. Le vote de cette loi, de la loi qu'il propose, de sa loi-là, ça peut être source de crise parce qu'il y a des acteurs politiques qui peuvent décider de manifester publiquement. Mais c'est leur droit. Dire non, oui, mais ça peut créer une crise. Ouais. Maintenant, tout à l'heure, j'intervenais sur sa qualité de député pour dire, lorsqu'on regarde la procédure, le président intervient beaucoup dans la procédure, que ce soit le président Ouattara ou un président passé ou un président à venir. Ça a toujours été. Mais ça pose aussi une préoccupation. Ça montre que l'Assemblée nationale et le Sénat et le Parlement ont un rôle important à jouer. Je fais référence à la question que vous avez posée. Pourquoi tout le monde court pour être président? Mais plus on aura des députés indépendants ou issus d'une majorité opposée au président, plus l'Assemblée nationale ou le Parlement pourra travailler et puis faire avancer les choses pour éviter qu'on soit focalisé sur un candidat de 80 ans pour être président de la République. Lorsqu'on aura un Parlement fort, comme Arthur Banga l'a dit, des députés forts, on n'aura pas peur d'avoir un président de 80 ans. D'ici là. Mais tu as peur. Mais d'ici là, mais en 2025, c'est possible. Il faut que lui, le député, travaille pour qu'il y ait davantage de députés comme lui forts, de sorte qu'on n'ait pas peur d'avoir un président de 80 ans. Merci à la fin. Voilà l'enjeu. Ce que je veux dire aussi, il faut que les gens acceptent que les députés jouent leur rôle. Non, on ne vous reproche pas de jouer votre rôle. Pas poser le principe que on ne vous reproche pas de jouer votre rôle. Non, une constitution, par son article 177, a prévu son mode de révision. Et la constitution dit que les députés et le chef de l'État peuvent réviser la constitution. Voilà le premier principe qu'il faut d'abord respecter. Est-ce que Assalé Timoko, tu veux réviser la Constitution, est-ce qu'il en a le droit? La Constitution dit oui, les députés, il en a ce droit. Bien sûr. Pourquoi est-ce que des gens vont se lever contre ce droit? Parce qu'ils veulent faire une réforme. Pourquoi ils vont aller marcher pour ça? Voilà ce que je veux dire. Le député joue son rôle. Il porte des lois. Il dit, moi je pense que cette situation est un problème pour mon pays. Voilà comment je pense qu'on peut le régler. Et pour ça, j'envoie une loi. Les parlementaires, je vous la soumets. Oui. Vous votez par rapport au motif qu'on a exposé, ou bien vous ne votez pas. Voilà la démocratie. Il ne faut pas qu'on essaie d'imposer aux députés que je suis l'obligation de ne pas faire son travail. Personne ne l'a fait. Mais justement parce que c'est le contraire que je fais. Parce qu'on veut dire non, pourquoi est-ce que vous touchez à l'âge? Qui vous accuse de toucher tout ça? Mais quand j'entends tu parler, il accuse le député de vouloir toucher à l'âge. Mais c'est son droit de vouloir limiter l'âge. C'est mon droit, ça. C'est la Constitution qui me donne ce droit-là. Votre droit de proposer des lois, droit pas de proposer des lois, sur tous les thèmes, sur tous les sujets. Bien sûr. Quand on prend les mandats, vous voyez, l'article 178 de la Constitution, il dit que la forme de l'État, c'est-à-dire que la laïcité de l'État ne peut pas être modifiée. La forme républicaine du gouvernement ne peut pas être modifiée. Et donc, quand on fait même une réforme, on refait la Constitution, on fait une nouvelle république, on ne touche pas ces éléments-là. Moi, je vais ajouter un troisième élément. Si les députés votent, ça devient une norme non révisable. Le nombre de mandats
peut pas être révisé. On met ça dans la Constitution. Je termine dessus. Et on va ajouter un alinéa pour dire la tentative pour un président de vouloir modifier la Constitution pour son intérêt personnel, pour faire un troisième mandat, est une haute trahison et donne le droit au peuple. Qui est capable dans nos pays là de juger un président? Non, pas de juger un président. On dit la Constitution dit dans son oui, haute trahison, d'accord, mais que la Constitution touchée au nombre de mandats, c'est une haute trahison. Et la conséquence serait? La conséquence serait la désobéissance du peuple. La désobéissance du peuple. D'accord. Ça, c'est une constitution qui peut dire ça. Et donc, on peut tout écrire, pourvu que cela participe de la volonté de moderniser un État. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que le fait de vouloir modifier... De telles dispositions, vous êtes d'accord avec moi que ça ne peut se terminer que par un référendum? Mais justement, je ne suis pas contre ça. Ah. Oui, il y a la possibilité. Le président a le droit... Au Sénégal, de telles réformes ne peuvent être légitimes que par référendum. Au Bénin, ils ont écrit que de sa vie, nul ne peut faire 2 mandats. C'est clair. Mais ça là, un président peut venir modifier et dire qu'il a fait une nouvelle république. Et donc, il peut faire un 3e mandat. Mais dans la nouvelle république, on parle de la vie, on dit de sa vie. Non, mais il peut modifier et enlever la disposition. Ah ouais. Mais si vous mettez une disposition pour dire que le fait de tenter à toucher ça est un délit, on règle un problème. Une disposition non révisable. Qui pour incarner la nouvelle génération dans nos différents partis là, on a fait la loi maintenant après. Non, Monsieur Assalé. Non, on va revenir à cela. Monsieur Nguessan, qui pour incarner la nouvelle génération? Au RHDP, je vois la ministre Kone Mariatou et le Premier ministre. Oui. Sont les deux que je vois au RHDP. Vous en aviez cité un premier tout à l'heure, le ministre de... Oui, mais les 2 présidentiables que je vois, si je devais citer 2 par parti... Monsieur Touré ne serait pas présidentiable aussi. Si, mais les 2 premiers, c'est Kone Mariatou en première position et Patrick Haché en 2e position. Quand je vais au PDCI, mon premier choix, c'est bien évidemment, comment il s'appelle, Thierry Tano. Non. Bon, j'ai cité 3. Thierry Tano, Bio et puis Mangwa Jacques. D'accord. Mangwa Jacques. Oui, il est là. Oui. Pourquoi vous répétez, M. Alafé? Attendez, M. Nguessan. M. Alafé, pourquoi vous avez répété, M. Mangwa Jacques? Comme il n'est pas un personnage très présent. Très présent. C'est le genre de leadership que très présent. Un président qui est effacé. D'accord. C'est ce qui est bon. Un président effacé. Et au sein du futur parti, je pense à Dakouri Tablé, l'ancien gouverneur. Bon, je ne connais pas trop son âge. Pour nous qui voulons le 70 ans, je ne sais pas s'il a... Il faut... Dakouri Tablé, je pense à Wadomelo, je pense à Désiré Dallo. D'accord. Pour vous, ceux-là, c'est les présidents, ils sont présidentiables. Ah, vous, c'est M. Katina. Non, qui a fait. Ah, d'accord. Non, avant de répondre à ça, je donne 2 éléments. Je ne sais pas si vous allez revenir dessus. Je vais revenir dessus. On va revenir. Non, dans la réforme, sur vos réformes, c'est ça? On va revenir dessus. Je voulais préciser. Allez-y. Qui est présidentiable dans les différents partis, à part les chefs que vous voulez mettre de côté? Moi, je ne vais pas me prononcer dessus. Je suis député. Je suis député indépendant. Et je n'ai pas envie de me prononcer sur qui peut être candidat dans un parti politique. Non, en Côte d'Ivoire, oubliez les partis politiques. En Côte d'Ivoire, qui, de par son travail, sa compétence et tout ça... Non, je ne vais pas me prononcer dessus. Moi, je suis sur un plateau, je suis devant les Ivoiriens, je suis un élu. Je ne vais pas me prononcer sur qui peut être candidat, qui peut être président ou pas. Ça, c'est pas mon comment on dit ça? Ça m'intéresse pas. Vous envoyez quelques-uns, M. Alafé? Bon, j'en vois pas près, assez courageux, qui pensent à devenir président de la République en se rasant chaque matin, et qui sont capables de venir dire oui, je veux gouverner les Ivoiriens, j'ai une ambition, j'ai un projet, je n'en vois pas. Et quand ils le disent, ils ne sont pas suffisamment convaincants et sérieux. Ceux qui s'y sont adonnés, comme Mamadou Koulibaly, Niamien, Konan, on a vu leurs infortunes. Souvent, il y a des candidats, mais ça ne donne rien. Donc, il y a ce petit truc qui manque. Qu'est-ce qui manque pour que ça ne donne rien de plus? Qu'est-ce qui manque? Vous savez ce qui manque? C'est un peu cette audace que Gbagbo a eue en 90 face à Houphouët-Boigny. Vous savez, ce qui manque, c'est le parcours d'Alassane Ouattara, avec tous les obstacles, qui dit « moi, je veux diriger la Côte d'Ivoire » et qui y parvient. Vous savez, ce qui manque, c'est ce côté, cette folie-là, parce que diriger un peuple... Et Chebedié, qu'est-ce qu'on retient? Chebedié, c'est ce coup d'État, ce combat qu'il est parti, on le croyait fini, il est revenu, et puis cette résilience, toujours, on le dit vieux, et puis il plaisante, il dit, ben, bon pied, bon oeil.
il est là. Donc c'est cette capacité, cette endurance, ce service-là qu'on ne sent pas suffisamment chez des jeunes. Kakabe l'a montré, il a dit, il n'a pas été suivi. D'autres l'ont fait avec de l'insuccès. Mamadou Koulibaly, ils n'ont pas réussi à faire adhérer à leur vision. On dit non, ils ont de bonnes idées, mais ça ne passe pas. Pourquoi? Mais le marché est libre, il est ouvert. Parce que Mabri aussi est lancé. Ça passe pas. Mabri aussi est lancé, d'autres sont lancés. Mais vous voulez me faire croire que c'est parce que ceux qui ont bataillé dur pour avoir leur légitimité ne veulent pas partir ou parce qu'on devra les mettre à la retraite que pour eux marchera. Monsieur Arthur Banga, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous pensez à qui en Côte d'Ivoire pour être candidat? Avant ça, permettez-moi de dire une chose. Évidemment, la démocratie ne se limite pas qu'au président, député, il y a aussi des citoyens. Autant le député peut proposer des lois, autant le citoyen peut dire qu'il n'est pas d'accord avec cette loi, autant il peut même s'organiser, organiser tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette loi. Et aussi lors d'un référendum, dire non tranquillement. Tranquillement, ou même le 1er avril, le jour où Assalé va aller déposer sa loi là. Moi, je peux organiser tous ceux qui sont contre et puis on fait une grosse manifestation devant l'Assemblée nationale. Il ne faut pas inciter les gens à la révolte voilà. civique. Maintenant, pour revenir à votre question... Il ne faut pas inciter les gens à la révolte. Déjà, il y a un constat, il y a un truc où je suis d'accord avec dans l'analyse. Et la différence entre Assalé et moi, en réalité, c'est le principe de légiférer. Dans l'analyse, le poids, pour être très honnête, de nos trois elders est très fort. De telle sorte que quelqu'un qui doit émerger sans eux, c'est difficile. Voilà, ça, on ne peut pas nier. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de légiférer et de condamner tous ceux qui ont plus de 75 ans pour 3 personnes. Voilà. Mais il y a quand même des gens qui sortent. Et au PDCI, je le dis, hein, le plus grand atout pour moi, c'est Jean-Louis Billon. Et je veux préciser... Mais Jean-Louis Billon a fait un pas, il en a fait 2 en arrière. Il n'a pas fait 2 pas. Jean-Louis Billon n'a pas renoncé. Est-ce que vous avez lu son communiqué? Non, je veux dire, on l'a tous vu aller s'excuser auprès du président Bédié. Que je viens. Oui. Il allait s'excuser parce que dans sa démarche, il a pu offenser, mais il a bien terminé pour dire qu'il est toujours candidat. Jean-Louis Billon n'a pas renoncé à la candidature. Il a sans doute fait un calcul qui est évident pour moi, au sein du PDCI, le choix de Bédié, ou tout au moins son silence, est capital pour gagner. Donc, pendant que ces déclarations sont prises contre des déclarations anti-Bédié, il est normal qu'il casse attention avec Bédié pour continuer son programme. Mais il n'a jamais renoncé. Est-ce que vous avez dit, M. Fak, qu'il n'est plus candidat? D'accord. Au RHDP, vous voyez qui, M. Banga? Voilà. Et puis au-delà, je réponds RHGP, au SPI, donc au PDC, moi, Jean-Louis Billon est bien parti. Il y a des talents comme Thierry Tano. Et puis peut-être Tidiane Thiam, si ça l'intéresse, et qu'il vient plutôt en Côte d'Ivoire pour préparer sa candidature. Au RHGP, la pole position pour l'instant, pour moi, c'est Patrick Gachi parce qu'il est Premier ministre. Mais il y a des jeunes loups, je pense à Touré Mamadou, qui peuvent être intéressants. Le nouveau parti, bon, là, c'est encore difficile. Mais au-delà, il y a des gens de talent. Et je veux dire que notre co-débatteur, Assalé Kemoko, doit se préparer pour 2025. Il ne faut pas qu'il s'arrête à ça. Et au FPI, Au FPI, on va voir quel rôle ils auront dans le nouveau parti en fonction de l'organigramme du nouveau parti et de la disposition autour de Laurent Gbagbo. On peut voir des têtes émerger, mais pour l'instant, il y a des gens comme Kone Katina qui tiennent bien la barre. Mais j'insiste, si Assalé ne veut pas le dire, moi je le dis, Assalé... Ils sont nombreux à penser que les ambitions des jeunes sont un problème pour les doyens. Mais Assalé doit aller au bout. Il doit le dire clairement. Monsieur Banga, c'est à Assalé de dire ce qu'il a envie de dire. Les jeunes... Vous m'avez posé la question de savoir qui je vois. Il faut juste citer les noms. Vous insistez beaucoup sur Assalé. Monsieur Assalé, vous avez des ambitions. Vous voulez... C'est vrai que c'est une histoire qu'on a déjà entendue. Ça vous intéresserait, le fauteuil présidentiel? Mais c'est tout citoyen. Non, ça vous intéresse, le fauteuil présidentiel? On sait que tout citoyen... On a dit tout à l'heure... Non, je vais être très clair. Oui. Je suis maire d'une commune. On m'a confié une mission qui doit durer 5 ans. Elle finit en 2025. Je suis en pleine de cette mission-là. Je suis député, mon mandat finit en 2026. Je suis dans cette mission-là. Je n'ai pas pour le moment d'ambition présidentielle pour 2025 ou même pour 2030. J'ai un travail à faire. Je pense que je peux apporter beaucoup à ce pays-là par mon travail de député, par mon travail de maire, qu'on me laisse faire ce travail-là d'abord. Mais ce que je voulais dire, par rapport à ce qu'Alafri vient à dire, la Côte d'Ivoire, quand on parle de la Côte d'Ivoire, il faut toujours tenir compte d'un contexte. En 90,
quand M. Gbagbo Laurent et le FPI ont commencé à faire leur mouvement, toute la gauche ivoirienne a fait ce mouvement, le peuple de Côte d'Ivoire était dans quelle situation? Devant un parti politique très fort, parti unique, qui pendant 30 ans a gouverné, et avec une vraie volonté de changement. Une vraie volonté de changement. C'est d'ailleurs pour ça que M. Gueye a commis une erreur en pensant qu'après avoir fait un coup d'État salué, le peuple allait le voter. Alors qu'il y avait une histoire déjà entre Gbagbo Laurent et le peuple de Côte d'Ivoire. Donc il y a ce travail-là qui est là. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a une histoire, c'est ce qui aurait expliqué l'élection de Gbagbo Laurent. Mais bien sûr. N'est-ce pas l'exclusion de deux autres membres? Non, même s'il y avait l'exclusion, mais les deux pouvaient voter Gueye Robert. Non, je vais dire quoi? Je vais dire qu'aujourd'hui, par leur travail politique, par les torts qui se sont faits mutuellement, M. Gbagbo, M. Bédi et M. Ouattara, aujourd'hui incarnent trois peuples. Ces trois peuples-là, tant que ces trois acteurs seront dans le jeu politique, quel que soit le candidat que vous envoyez, Mamadou Koulibaly est un exemple palpable. Il y a mieux connaître un exemple palpable. Tous les Ivoiriens sur les réseaux sociaux disent qu'ils ont des très belles idées. Mais quand ils sont candidats, ils ont combien de voix? Même pas 3%. Même pas 2%. Tous les Ivoiriens ne sont pas sur les réseaux sociaux. Non, pas sur les réseaux sociaux. Mais c'est un constat. Je veux dire qu'aujourd'hui, et quand moi je le dis, c'est pas parce que j'aime pas les douaniers, ils ont fait leur travail. M. Ouattara a été président quand même pendant 10 ans. M. Bédi a été président pendant 6 ans. Mais avant d'être président, il a été pendant près de 20 ans ministre et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. M. Ouattara a fait presque 11 ans, il va aller faire 15 ans. Donc ils ont gouverné la Côte d'Ivoire. On a vu de quoi ils sont capables. Ils ont apporté tout ce qu'ils pouvaient à ce pays-là. Mais ils peuvent encore en apporter. Non, s'ils peuvent en apporter, je ne suis pas contre. Mais il ne faut pas que pendant ce temps, on ait des crises par leur palabres. C'est ça que moi je peux comme problème. C'est quoi les critères d'un bon candidat, M. Nguessan et M. Assalé? M. Nguessan. Un bon candidat, moi je reviens là-dessus. C'est celui qui n'a pas 75 ans, déjà. Les baromètres des Ivoiriens, tout le monde est fier du plateau. Lequel plateau? La commune. Oui, la commune du plateau. Oui. La dernière tour du plateau a été construite en 1984. C'est ça. Il y en a une dernière qui est en train de venir. Oui, de 84 à 93, il n'y a rien eu. Et celle, vous voyez un peu. Non, à partir de 84. Et la tour F qui est en train de venir, c'est quelqu'un qui a presque 80 ans qui est en train de la monter. Bon, on est d'accord là-dessus. on est d'accord là-dessus. Mais tu veux partir aussi? Qui veut partir? Oui, tu devais partir en 2020. Ça, c'était le premier projet de... Mais qui est là. Et ça devrait être une réponse à ce que vous dites. Non, ça pas du tout. Il aurait pu partir avant l'âge qu'il a aujourd'hui. Oui. Mais il est resté et le travail se poursuit. Parce qu'on a sorti la limitation de l'âge. Oui, mais le travail se poursuit. Oui. Est-ce que son âge est un handicap pour lui? En termes de management, c'est l'exemple parfait de la continuité administrative. D'accord, allons-y. Les critères. Un président qui a son assistant depuis longtemps, qui l'a formé, avec qui il a élaboré le projet 2020-2025. Quand tu viendras, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Et malheureusement, bon, le rappel à Dieu. Donc, par rapport au président Houphouët Ouattara, il y a la culture du travail. On sera exigeant envers celui qui va venir. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ouattara a fait ses routes, le président Houphouët a sorti ses tours. Celui qui va venir, la culture du travail. Deuxièmement, on est dans un environnement qui est de plus en plus ouvert, où les citoyens font savoir leurs aspirations, comme le député qui est devant nous ici. Il faudra que le futur président soit tolérant envers son opposition, envers la société civile, envers les indépendants. Et moi, je tiens un troisième critère qui m'est peut-être particulier. Je voudrais un président qui est un peu effacé. Un style Duncan, un style Charles Déby, quelqu'un qu'on est marié à tout, qu'on ne voit pas trop, qui fait son travail, le travail parle en son nom. Je préfère ce genre de leadership au lieu d'un leader qui va venir prendre en otage l'espace public encore, meeting, haranguer les foules, et puis à 18 ans, quand on fait le bilan, on voit rien. Que je vais dire. Un exemple. Non, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Vous savez, lui, il insiste là-dessus, le profil d'un président, pas envahissant. Bon, je ne sais pas. Lui-même, il nous lit la Constitution. Le président de A à Z est présent. Quand on a une telle constitution, pourquoi il veut un président effacé? Ce n'est même pas possible. Maintenant de deux, ce qu'ils disent concernant les trois, le fait qu'ils ne puissent pas être candidats, qu'ils ne soient plus candidats, n'efface pas leur influence. C'est ça en fait. Et puis, les trois peuples dont ils parlent, ou les trois tendances, les trois groupes dont ils parlent, mais ils ont des successeurs, ils ont des héritiers. Même les gens qui vont choisir là, ils vont perpétuer leur bataille. Entre nous, mais si, ils vont perpétuer leur bataille. Ça veut dire qu'ils ne seront pas muselés, ils ne seront pas neutralisés, ils auront encore une influence forcément sur... Entre nous, est-ce que vous pensez que
ce que les militants du RDA originel sont capables de faire pour M. Ouattara, ils vont le faire pour celui que M. Ouattara va présenter. Mais... Je pose la question. Non, je pose la question. Est-ce que vous pensez que les militants du FPI, qu'on appelle les GOR, est-ce que ce Gbagbo Laurent n'est pas dans la course? Vous pensez que celui qui a pris la place de Gbagbo Laurent? Vous et moi, on ne peut pas le savoir. Mais si le président Laurent Gbagbo donne des instructions, ils vont le suivre. Non, ils vont suivre ce candidat. Quand on interroge l'histoire, on a deux cas. Voilà. Le cas de la RDC. Voilà. Quand on a vu Tshisekedi élu avec le soutien de Kabila, après que Tshisekedi il reste brossé chaque matin chez Kabila, c'est pas le cas. Le cas de l'Angola. On a cru que Dos Santos... Tshisekedi n'était pas un élément de Kabila. Non, avec son soutien, avec son appui. Non, c'était pas un élément, il avait un autre candidat. C'est pas un élément de Angola. Va en Angola. Allez-y Dos en Santos Angola. a positionné son filleul, qui est devenu président de la République. Les premiers poursuites, c'était la famille de Dos Santos. Donc celui que M. Gbagbo va présenter demain, celui que M. Bédié va présenter, si ça arrive, celui que M. Ouattara peut présenter, s'il est élu, peut vouloir cette volonté d'autonomie de prise de distance. Il y a le chef de l'État, il y a le chef de l'État dans l'interview dont on a parlé à l'entame de cette émission, qui dit être en de bons termes avec les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. On les a même vus, on a même vu les rencontres, on a tous assisté. Est-ce qu'ils se sont parlé sur cette limitation de l'âge, à votre avis? On ne peut pas répondre, je ne suis pas sûr qu'ils aient évoqué la question. Vous n'êtes pas sûr? Non, ils ne sont pas d'accord forcément là-dessus? Non, je ne suis pas sûr que dans le contexte actuel, que les gens reviennent sur ce qu'ils ont dit il y a 10-20 ans. Parce que vous savez que, je vais dire, M. Gbagbo Laurent a dit clairement ici que quand on a 75 ans, on ne doit plus être candidat. Il n'a pas dit on ne peut plus, il dit on ne doit plus être candidat. La vidéo est disponible. Après, M. Bédié, il dit que quand on a 75 ans, qu'on est élu, qu'on fait un mandat, 80 ans, on doit se retirer. Il a dit ici. M. Ouattara aussi a dit, à un certain âge, il faut se retirer. Et donc, c'était 75 ans. Et donc, les trois sont d'accord sur cette question-là. Ils étaient d'accord? Non. Ils étaient d'accord. Oui, mais on ne l'a pas interrogé encore. Ils étaient d'accord. Puisqu'après, le président Bédié a été candidat. Non, je comprends. Après l'avoir dit. Non, je comprends. Voilà. Je dis qu'ils sont d'accord. Parce qu'ils n'ont pas fait une déclaration nouvelle pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont agi autrement. Non. Mais s'ils étaient d'accord et qu'il est venu être candidat, c'est qu'ils ont violé leur engagement. Ils ont suffisamment violé leur engagement. Sur la question, ils ont déjà publiquement déclaré que on doit se retirer à 75 ans. Ils l'ont dit. Donc si moi je vais ramener ça à la question, je rends hommage à leur volonté de ce que à 75 ans, on doit appeler candidat. C'est eux qui l'ont dit. Mais ils seront encore présidents de leur parti. Non, mais le parti politique, c'est tout privé. Mais là, ce que je veux dire, un autre mot. Dans la réforme que j'apporte, par exemple, le chapitre 3, je propose qu'on le supprime, c'est le vice-président. La preuve a été faite que la vice-présidence n'est pas absolue pour la Côte d'Ivoire, n'est pas nécessaire. La preuve, ça fait 1 an qu'on n'a pas de vice-président, le pays tourne. Donc je propose qu'on supprime la vice-présidence. Parce que c'est une institution qui, quand elle fonctionne, elle va être budgétivore alors qu'elle n'est pas utile pour les Ivoiriens. Donc je propose qu'on supprime ça. En plus, j'ai apporté un élément nouveau, qui est la lutte contre la corruption dont on parle tant. Je vais faire de la déclaration des biens en Côte d'Ivoire, du patrimoine immobilier et immobilier, tant au pays et à l'extérieur, une condition d'éligibilité. Tu es candidat pour être député, pour être maire, pour être président de la République. Il faut d'abord déclarer tout ton patrimoine. Déclarer tout ton patrimoine à la CEI. Et quand ta candidature est validée, la CEI doit publier ton patrimoine pour les Ivoiriens et accès à ça. Aujourd'hui, c'est un truc qui est caché. Et après faire un bilan, après votre Après, mandat. les Ivoiriens peuvent faire le contrôle citoyen. Donc, c'est un élément nouveau qui va moderniser notre pays. Donc, c'est des éléments importants qu'on envoie. On veut nous ramener à ça existait. Vous parlez aussi... Ça existait? Non, ça n'existait pas. Ce n'était pas publié. Non, hein, ça existait. Non, ça n'existait pas. Vous parlez aussi dans votre réforme du cumul des mandats. Si. Comment? Du cumul des mandats. Vous oui, attaquez aussi au cumul des mandats. Le cumul des mandats, on veut l'attaquer aussi. Parce que moi, on me dit, tu es député, tu es maire, tu es journaliste, alors qu'il n'y a aucun rapport avec le journalisme. Mais je veux qu'on fasse une réforme sur les mandats. C'est pas un cumul de mandats, être député et maire déjà, Mais justement, c'est ce que je dis, c'est des mandats électifs. Ça, c'est un cumul de mandats, d'accord? Un cumul de postes. Un cumul de postes électifs, d'accord? Nous voulons réformer ça. Mais là également, il y a un problème qu'il faut qu'on dise ici. Donc, commencez par donner l'exemple. Mais justement, c'est ce que je vais faire. D'accord. Mais donc, en 2025, non, attendez, vous ne pouvez pas limiter les postes en faisant l'allusion aux postes de député et maire ou bien député et président du conseil régional, parce que les maires en Côte d'Ivoire n'ont pas de statut. Est-ce que les gens ne savent pas ça? Les maires, ils n'ont pas de statut. Ah, vous arrivez à justifier ça. Mais voilà, c'est un élément matériel. Donc, les maires n'ont pas de statut. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a pas de statut
tu es élu maire, tu n'as pas de retraite, tu n'as pas d'indemnité de logement, tu n'as aucun droit. Vous pouvez l'empêcher de devenir député là où il peut avoir une retraite. Et puis donc ça ne peut pas limiter. Donc avant de limiter, je vais finir. La question de la protection des femmes. J'arrive. Avant de limiter le mandat, il faut que les maires aient un statut. Quand ils ont un statut et que c'est clairement défini, en ce moment-là, on sépare les deux fonctions. Donc il faut que les Ivoiriens sachent ça d'abord. Maintenant, pour les femmes, vous voyez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'atteintes contre les femmes. Il y a des viols, il y a des agressions partout. La loi ivoirienne ne protège pas suffisamment les femmes. Et j'estime qu'il faut qu'on constitutionnalise ce principe-là. Qu'on mène la Constitution que toute atteinte contre une femme doit être traitée de façon diligente par la police. Et que l'État de Côte d'Ivoire doit commettre un avocat pour défendre cette femme-là. C'est une réforme que je veux apporter. Et c'est important pour notre pays. Et la caution à la présidentielle, vous en parlez? J'estime que 50 millions, c'est trop. Dans un pays où on a moins $1 pour près de 40% de la population, c'est trop. Ça ne règle aucun problème. Qu'est-ce qui serait bon comme montant? Ce qui serait bon comme montant, ça va autour de 10 millions et maximum 20 millions. Pourquoi pas 5? Pourquoi 10, 20? Mais je comprends. Moi, je veux rester sur les normes qu'on avait au départ. 20 millions. 20 millions. Que tout le monde avait accepté au départ. Donc je m'arrête là d'abord. Quand on va au Parlement, qu'il y a un débat que les gens veulent ramener à 10 millions. Ou même à 2 millions. On peut être président. Le parrainage citoyen, on le renforce. Mais on l'explique plus pour qu'il ne soit pas une arme pour éliminer des gens. Parce qu'on a vu qu'aux dernières élections, des gens ont été éliminés sur la base du parrainage alors qu'ils avaient leur parrainage. Donc il faut qu'on codifie tout ça pour que ce soit transparent. Et qu'il y ait une vraie formation, une vraie sensibilisation. Et le député doit jouer ce rôle. Et un autre de vos textes, c'est vous allez vous attaquer à la transhumance des élus après leur victoire. Ah oui, je vais m'attaquer à cela aussi. C'est un problème de notre société. Des gens sont élus députés. Des gens sont élus députés indépendants. Ils sont élus maires indépendants. Pendant que, au moment de l'élection, au moment de la campagne, le PDCI, le FPI, ou bien UDPCI, ou bien le RADP avaient leurs candidats. Ils étaient indépendants. Mais dès qu'ils sont élus par le peuple, 2 jours plus tard, on dit non, on donne notre victoire au RADP. En quoi c'est un problème? Non, c'est un problème. Ça pose un problème d'éthique. Ça pose un problème de trahison vis-à-vis de l'électorat. Il faut assumer tes propos pendant la campagne. Et donc, nous voulons limiter cela en disant que quand on est élu indépendant, tout le mandat, si vous avez un parti politique, vous rendez votre mandat. Vous rendez votre mandat au peuple, tu vas élire notre député pour assumer. Des réformes, donc c'est des réformes révolutionnaires. Des réformes pour moderniser la Côte d'Ivoire, comme vous vous plaisez à le dire. Nous allons terminer cette belle émission qui aurait dû durer encore des heures et des heures. Monsieur Alafé, qu'est-ce que vous pouvez dire à quand une constitution, par exemple, qui ne serait pas révisable du tout, qui va traverser les temps comme on en voit? Peut-être c'est celle-là qui arrive, mais je crains que ce ne soit pas le cas parce que on peut toujours organiser des référendums, on peut toujours faire des modifications, on a une majorité. Mais ce qui me plaît dans toutes ces réformes-là, là où je serais d'accord, pas de président après 75 ans, plus de députés après 75 ans, plus de maires, plus de ministres, plus de présidents de conseils régionaux. Même s'ils ont encore toutes leurs facultés. Si on généralise et que ce n'est pas une loi contre des personnalités, des gens qui ont eu leur parcours, qui ont eu leur part d'engagement pour la Côte d'Ivoire. Si c'est général, je pense que le débat peut se faire parce que les députés qui vont voter là, il y a beaucoup de gens qui ont 70 ans, qui ont 75 ans, ils doivent savoir qu'ils n'auront plus de mandat. Tout à fait. Voilà, et ce sera courageux de leur part de le faire. Si ça passe, nous soutiendrons la loi. Mais si c'est pour se limiter au candidat à la présidence de la République, nous combattrons cette loi. Nous la combattrons de façon vive et active. Nous prendrons la rue peut-être, comme Arthur Banga. Merci, monsieur. Comme Arthur Banga, votre binôme dans cette émission avec qui vous partagez les mêmes points de vue. Monsieur Nguessan. Alors. Bon, je salue cette émission, cette rencontre, cette initiative, cette Côte d'Ivoire qui innove. La démocratie avance, les citoyens ordinaires peuvent venir se prononcer sur des questions comme ça. Toute la Côte d'Ivoire, voilà, des députés qui prennent des initiatives de plus en plus. Et la RTI qui est toujours dans sa dynamique de donner la parole, d'informer le public. Et des patrons de presse, la société civile aussi qui défendent leur position avec leurs arguments. Et ceux qui ont écouté ont le temps de faire leur choix. Je salue l'émission, félicitations à chacun de nous. Et merci, et on espère se retrouver pour d'autres sujets. Merci. Merci, M. Nguessan. Nous allons donner la parole. Vous avez un mot à dire? Ah oui, non. Juste 30 secondes. Vous avez eu 15 minutes. Non, je veux dire que je vais rassurer... Monsieur Banga, je viens à vous. Je vais rassurer les Ivoiriens. Il faut qu'ils commencent à s'habituer au fait que des députés vont jouer leur rôle.
Ça, c'est un élément important. On a été élus, qu'on nous laisse faire notre travail. Ça se passe au Parlement, après ça arrive au niveau du peuple, ils vont se prononcer. Je vais dire que un moment arrive où des citoyens doivent prendre leurs responsabilités devant l'histoire. Moi, je pense que je suis en train de prendre mes responsabilités devant l'histoire et je pense que ce que je suis en train de faire va apporter beaucoup à ce pays-là. Si les Ivoiriens se regardent dans les miroirs pour dire est-ce que ce que Assalé dit, est-ce qu'il n'y a pas un fond qui est intéressant dedans? Est-ce que ce qu'il dit n'est pas conforme à la réalité? Est-ce qu'on ne prend pas des risques à vouloir tergiverser encore pour aller à l'affrontement? Donc, je veux moderniser mon pays. Et par la Constitution, et par la loi, je vais apporter beaucoup de choses. Et je vais terminer dessus par rapport au concours. Un élément important, au concours. La visite médicale. C'est important pour que les Ivoiriens sachent. Il n'est pas normal que pour un concours, il y a 2000 places, on oblige 100 000 personnes à faire la visite médicale. Je vais mettre une loi qui limite la visite médicale à uniquement les candidats admissibles. Pour que des milliards ne soient pas payés à des gens individus et que les populations restent au village sans pouvoir avoir l'argent de payer. C'est important ça aussi. Et c'est une Parce que vous disiez quelque part que tout ce qui est payé pour les visites médicales ne vont pas forcément dans les caisses de l'État. Ça ne va pas dans les caisses de l'État. C'est des milliards de francs CFA et on veut régler cette question-là aussi. Le président nous suit et tout le gouvernement. Monsieur Assalé aussi parlait de bilan financier des partis politiques. Ah oui. Ouais. Je me donne le moment d'en parler. Dans la réforme aussi, dans la réforme également, tu vas parler. Dans la réforme, il faut que je forme les Ivoiriens. Dans la réforme, je veux obliger les partis politiques qui reçoivent de l'argent public à rendre compte chaque année aux Ivoiriens de ce qu'ils font à cet argent-là. Parce que c'est l'argent de tout le tous monde. les Ivoiriens, c'est les structures privées. Monsieur Arthur Banga. Parlementaire aussi. Monsieur Arthur Banga. Oui, allez-y, vous avez une minute pour refermer cette émission. Rapidement, je veux dire, on est très content que les députés fassent leur travail, mais il faut aussi qu'ils acceptent que les citoyens fassent le travail, qu'ils s'organisent déjà en amont avant que ça n'arrive au référendum. Quand ils ne sont pas d'accord, ils peuvent faire du lobbying, ils peuvent faire des marches pour contester les propositions de loi. Il n'a pas dit non. Moi, je pense que, deuxième chose, je suis toujours convaincu, on ne m'a pas convaincu ce soir, que c'est utile la limitation de l'âge. Au contraire, quand on veut ramener à 70 ans, imaginez-vous le diplomate qui est interdit de faire de la politique, il sort de la diplomatie à 65 ans. Donc il a 5 ans pour faire la politique. Le général qui va l'arrêter à 63 ans, il a 7 ans pour pouvoir diriger son pays. Non, mais ça, je ne suis pas d'accord. Troisième chose, le reste, je suis tout à fait d'accord, sauf que le patrimoine, pour moi, c'est privé. Donc, avant une élection, je déclare mon patrimoine. À la fin de l'élection, je déclare. Si un temps, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il y a une suspicion, la justice peut regarder, mais publier systématiquement le patrimoine, moi je pense que le patrimoine c'est privé, et tout le monde n'a pas envie qu'on connaisse son patrimoine. Tant qu'il n'a pas volé, il faut le laisser tranquille avec son argent. Voilà, donc ça c'est une autre différence. Merci. Mais pour terminer, je me réjouis du débat, et je me réjouis que ça vienne d'un député comme Assalé, et je suis très content d'avoir participé à ce débat, qui somme toute montre le dynamisme de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je vais saluer de très loin depuis Paris Assalé, Alafé et Sylvain qui sont des grands frères dans la vie. Merci. Et voilà. Merci Monsieur Banga. Et vous et Assalé, c'est la paix. Hein. On dit, ces réformes, c'est pour qu'il n'y ait pas de crise du tout. Donc c'est pas lui et c'est pas vous qui allez en créer. Merci beaucoup Monsieur Arthur. La Constitution ivoirienne de 2016 donc institue la Troisième République. Cependant, elle pourrait subir une modification si les textes introduits par Assalé Tiemoko le 1er avril prochain sont adoptés. En attendant, les jeunes ambitieux des 3 grands partis politiques sont aux aguets, ou même des jeunes sans attache avec aucune famille politique, hein, n'est-ce pas, Monsieur Assalé? Mais c'est ça, nous allons réformer et puis chacun pourra se présenter. Chacun pourra se présenter, qu'on soit des partis politiques ou qu'on ne soit pas de partis politiques. En tout cas, merci à vous tous d'avoir pu être là, ce soir. Merci Assalé, merci Alafé, merci Nguessan. Merci à vous aussi, M. Banga, depuis très loin. Bon retour dans vos familles respectives. Sophie Brou, Arlène Poka, Stéphane Conan, Awa Diomandé et Valérie Azi ont assuré la collaboration technique sous la supervision de Delphine la Ciné Fofana et du directeur des magazines d'info, Koné Lanciné. Merci à vous, très chers téléspectateurs et chers internautes sur les www.rti.ci. Merci de votre grande confiance. À très bientôt sur votre chaîne. Demain, vous et moi, on se retrouve pour le 13h. Bonsoir.